Bonjour et bienvenue sur Les Rares Livres, l'espace où nous redonnons vie aux ouvrages puissants qui ont façonné les esprits et transformé des générations. Aujourd'hui, nous découvrons un livre incontournable du développement personnel, La psychologie de la réussite, écrit par Napoleon Hill, l'un des penseurs les plus influents de la réussite et de la motivation. À travers cet ouvrage, nous allons explorer les principes mentaux, les lois invisibles et les attitudes intérieures qui mènent au succès durable. Un contenu intemporel, profond et transformateur, présenté et lu par Les Rares Livres. Introduction. Depuis toujours, une question traverse les époques et les générations. Pourquoi certaines personnes réussissent là où tant d'autres échouent, alors qu'elles semblent parfois avoir moins de diplômes, moins d'argent, moins de chances au départ? Cette interrogation n'est pas seulement sociale ou économique, elle est profondément humaine. Elle touche à la compréhension du succès lui-même. La plupart des gens pensent que la réussite dépend avant tout de facteurs visibles, le travail acharné, les opportunités, la chance ou le contexte. Pourtant, derrière ces éléments apparents se cache une force bien plus déterminante, silencieuse et souvent ignorée: l'état d'esprit. La réussite, avant d'être matérielle, est d'abord mentale. Elle naît dans la manière de penser, de croire, de se représenter soi-même et le monde. Deux personnes peuvent vivre la même situation, faire face aux mêmes obstacles et pourtant obtenir des résultats totalement opposés. La différence ne vient pas toujours de ce qu'elles font, mais de ce qu'elles pensent, de la façon dont elles interprètent leurs expériences et de la vision qu'elles entretiennent de leur avenir. C'est précisément cette dimension invisible que Napoleon Hill a cherché à comprendre, analyser et transmettre. À travers ses recherches, ses rencontres avec des entrepreneurs, des inventeurs et des leaders de son époque, Napoleon Hill a mis en lumière une philosophie simple mais puissante. La pensée façonne la réalité. Selon lui, les grands succès ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une psychologie spécifique, d'une discipline mentale et d'une clarté intérieure que peu de gens développent consciemment. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais d'une compréhension profonde des mécanismes de l'esprit humain, de la motivation, de la persévérance et du désir. La psychologie devient alors la clé invisible de toute réussite durable. Elle influence nos décisions, nos habitudes, notre rapport à l'échec et notre capacité à persévérer quand les résultats tardent à apparaître. Sans une mentalité solide, même les meilleures opportunités peuvent être gaspillées. À l'inverse, avec une pensée maîtrisée, les circonstances les plus défavorables peuvent devenir des tremplins vers le succès. Ce livre n'est pas une simple théorie abstraite, il est une invitation directe à regarder à l'intérieur de soi, à identifier ses croyances limitantes, à comprendre ses peurs et à reprogrammer sa manière de penser. En changeant votre état d'esprit, vous changez votre manière d'agir, et en changeant vos actions, vous transformez votre vie. C'est ce voyage intérieur, puissant et transformateur que nous allons explorer ensemble à travers la psychologie de la réussite selon Napoleon Hill. Chapitre 1. La réussite. Commence dans l'esprit. La réussite ne commence jamais dans les circonstances extérieures, ni dans la chance, ni dans les opportunités visibles. Elle prend naissance dans un lieu invisible, silencieux, souvent négligé: l'esprit humain. Avant qu'un homme ne transforme sa situation, son statut, ses revenus ou sa place dans le monde, il transforme d'abord la manière dont il pense. Napoleon Hill insiste sur cette vérité fondamentale. Toute réussite durable est la conséquence directe d'un état d'esprit particulier, cultivé consciemment, entretenu avec discipline et protégé contre les influences négatives. L'esprit est le véritable point de départ de toute création humaine. Rien de ce qui existe dans le monde matériel n'a vu le jour sans avoir d'abord existé sous forme de pensée. L'homme ne subit pas simplement la vie, il la reflète. Ses pensées façonnent ses décisions orientent ses actions, et ses actions construisent ses résultats. Pourtant, la majorité des individus ignorent ce mécanisme. Ils pensent que la réussite dépend des conditions extérieures: l'économie, l'éducation, le réseau, la famille, la chance ou le contexte social. Hill démontre que ces facteurs n'ont de pouvoir que dans la mesure où l'individu leur en accorde. Deux personnes placées dans les mêmes conditions peuvent produire des résultats radicalement opposés, simplement parce que leur manière de penser diffère.
L'une voit des limites là où l'autre voit des possibilités. L'une se soumet à la peur, l'autre la transforme en moteur. La différence n'est pas dans la réalité objective, mais dans l'interprétation mentale de cette réalité. La pensée est une force créatrice. Elle n'est pas neutre. Chaque pensée répétée devient une habitude mentale, et chaque habitude mentale finit par s'exprimer dans le comportement. Une pensée entretenue suffisamment longtemps s'imprime dans le subconscient, et le subconscient agit ensuite comme un pilote automatique, orientant les choix, les réactions et même les opportunités perçues. C'est pourquoi Hill affirme que l'échec est rarement le résultat d'un manque d'intelligence ou de talent, mais presque toujours celui d'un état d'esprit désorganisé, dominé par le doute, la peur, l'indécision ou la passivité. Il existe une différence fondamentale entre la pensée passive et la pensée créatrice. La pensée passive est celle que la majorité des gens utilisent sans en avoir conscience. Elle consiste à accepter les idées dominantes, les croyances héritées, les opinions imposées par l'environnement, la famille, l'école ou la société. Elle réagit au lieu d'agir. Elle subit au lieu de diriger. Elle est influencée plus qu'elle n'influence. À l'inverse, la pensée créatrice est volontaire, orientée, consciente. Elle ne se contente pas de refléter le monde tel qu'il est. Elle imagine le monde tel qu'il pourrait être. Elle pose des objectifs clairs, nourrit des convictions fortes et refuse de se laisser définir par les limites apparentes. Penser correctement n'est pas inné. Hill insiste sur un point essentiel, la majorité pense mal sans le savoir. Les individus laissent leur esprit dériver, absorbant des pensées négatives, des peurs collectives, des croyances limitantes, sans jamais les remettre en question. Ils nourrissent des images d'échec, de manque, d'impuissance, puis s'étonnent de voir leur vie refléter exactement ces images. L'esprit fonctionne comme un jardin. Ce que l'on y plante, volontairement ou non, finit toujours par pousser. Si l'on ne choisit pas consciemment ses pensées, d'autres les choisiront à notre place. La réussite commence donc par une prise de responsabilité mentale. L'individu qui aspire à réussir doit accepter une vérité parfois inconfortable. Il est en grande partie responsable de sa situation actuelle, non pas parce qu'il a tout contrôlé, mais parce qu'il a laissé certaines pensées s'installer sans résistance. Cette prise de conscience n'est pas une condamnation, mais une libération. Si l'esprit a contribué à créer la situation présente, alors l'esprit peut aussi créer une situation différente. Là réside le véritable pouvoir humain. Napoleon Hill met en lumière le rôle central de la foi en soi, non pas comme une croyance naïve ou arrogante, mais comme une conviction intérieure profonde que l'on est capable d'apprendre, de progresser et de surmonter les obstacles. Cette foi n'est pas le résultat de preuves extérieures, elle précède les résultats. Ceux qui attendent d'avoir des garanties avant de croire restent prisonniers de l'inaction. Ceux qui croient avant de voir développent l'audace nécessaire pour agir malgré l'incertitude. La réussite appartient toujours à ceux qui osent penser au-delà de leurs conditions présentes. L'esprit humain est également le siège des émotions, et les émotions jouent un rôle déterminant dans la réussite. Les pensées chargées d'émotions ont un impact bien plus puissant que les pensées neutres. Une idée portée par le désir, la passion ou la conviction s'ancre plus profondément dans le subconscient et déclenche des comportements cohérents. À l'inverse, une pensée dominée par la peur ou le doute affaiblit l'élan intérieur et paralyse l'action. Hill enseigne que maîtriser son esprit, ce n'est pas supprimer les émotions, mais apprendre à les orienter vers des objectifs constructifs. La majorité des individus vit dans un état mental de résignation inconsciente. Ils ne renoncent pas ouvertement à la réussite, mais ils ne la pensent jamais vraiment possible pour eux. Ils se contentent de survivre, d'imiter, de répéter ce qu'ils ont vu autour d'eux. Leur esprit est occupé par l'urgence du quotidien, laissant peu de place à la vision, à la réflexion profonde ou à la stratégie mentale. Hill oppose à cette attitude la discipline mentale, c'est-à-dire la capacité à diriger volontairement ses pensées vers un but précis, jour après jour, indépendamment des circonstances. La réussite commence dans l'esprit, parce que l'esprit est le point de départ de toute direction. Sans direction mentale claire, l'action devient dispersée, incohérente, inefficace. L'individu actif mais mentalement désorganisé travaille beaucoup pour peu de résultats. À l'inverse, celui qui clarifie d'abord sa vision intérieure agit avec précision, constance et cohérence.
Il ne gaspille pas son énergie. Il la canalise. Ce premier chapitre pose donc une loi fondamentale de la psychologie de la réussite. L'homme devient ce qu'il pense de manière habituelle. Tant que cette loi n'est pas comprise et intégrée, toute tentative de réussite reste fragile et instable. Mais lorsque l'individu commence à surveiller, choisir et discipliner ses pensées, un changement profond s'opère. Il ne réagit plus à la vie, il commence à la diriger. Et c'est à partir de cet instant précis que la réussite cesse d'être un hasard pour devenir une construction consciente. Chapitre 2. Le désir brûlant. Le point de départ de toute réussite. Le désir brûlant n'est pas une simple envie passagère, ni un souhait formulé à la légère au détour d'une pensée. Il constitue la première force réelle capable de mettre en mouvement l'esprit humain vers la réussite. Napoleon Hill insiste sur ce point fondamental. Rien de grand, rien de durable, rien d'exceptionnel n'a jamais été accompli sans qu'il n'y ait, à l'origine, un désir intense, profond, presque obsédant. Le désir n'est pas un luxe psychologique réservé aux ambitieux. Il est la racine même de toute transformation personnelle. Sans lui, l'esprit reste immobile, hésitant, soumis aux circonstances extérieures. Avec lui, l'esprit s'organise, se concentre et commence à chercher des solutions là où, auparavant, il ne voyait que des obstacles. Il existe une différence capitale entre un désir vague et un désir brûlant. Le désir vague ressemble à une pensée confortable. J'aimerais réussir. J'aimerais être riche. J'aimerais avoir une meilleure vie. Ces phrases sont courantes, mais elles n'engagent rien. Elles n'impliquent aucun sacrifice, aucune urgence, aucune tension intérieure. Elles flottent dans l'esprit sans direction précise, sans exigence réelle. Le désir brûlant, au contraire, est précis, exigeant, presque inconfortable. Il ne laisse pas l'individu en paix tant qu'il n'a pas été poursuivi. Il revient sans cesse, jour après jour, comme une voix intérieure qui refuse le statu quo. Ce type de désir transforme une simple idée en mission personnelle. Napoleon Hill explique que la faiblesse des résultats vient presque toujours de la faiblesse du désir. Beaucoup de personnes croient vouloir réussir, mais en réalité, elles souhaitent surtout éviter l'effort, le risque, l'inconfort ou l'échec. Leur désir est conditionnel. Elles veulent réussir si cela ne perturbe pas trop leur routine, si cela ne demande pas trop de discipline, si cela ne les expose pas au jugement. Or, un désir conditionnel ne peut pas produire une réussite inconditionnelle. La réussite exige une intensité émotionnelle suffisante pour dépasser la peur, la fatigue et le doute. Sans cette intensité, la moindre difficulté devient une excuse pour abandonner. Le désir brûlant agit comme un carburant mental. Il alimente la persévérance, stimule la créativité et maintient la concentration dans la durée. Lorsqu'un individu possède un désir puissant, son esprit commence à fonctionner différemment. Il remarque des opportunités que les autres ignorent. Il développe une sensibilité accrue aux informations utiles. Il transforme les échecs en apprentissage plutôt qu'en verdict définitif. Le désir n'est donc pas seulement une motivation émotionnelle, il devient un mécanisme d'orientation de l'intelligence. Là où l'esprit sans désir se disperse, l'esprit animé par un désir brûlant se focalise. Ce désir intense ne naît pas toujours spontanément. Il se construit, se cultive et se renforce par la clarté. Plus un objectif est flou, plus le désir reste faible. Plus il est précis, plus le désir gagne en force. Hill insiste sur la nécessité de définir clairement ce que l'on veut, pourquoi on le veut, et ce que l'on est prêt à donner en échange. Le désir brûlant implique un prix à payer. Il exige du temps, de l'énergie, parfois des renoncements. Celui qui refuse de payer ce prix ne possède pas un désir brûlant, mais une simple préférence. Les exemples de personnes animées par un objectif unique abondent dans l'histoire de la réussite. On retrouve toujours le même schéma, une vision claire, une obsession constructive et une détermination à persister malgré les refus, les échecs et l'incompréhension. Ces individus ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus talentueux que les autres. Ce qui les distingue, c'est l'intensité de leur désir. Ils pensent à leur objectif en se réveillant, ils y pensent en travaillant, ils y pensent en se couchant. Ce n'est pas une obsession maladive, mais une fixation créatrice qui oriente toutes leurs décisions. Le désir brûlant
agit également comme un filtre. Il élimine les distractions inutiles et clarifie les priorités. Lorsqu'un individu sait profondément ce qu'il veut, il devient plus capable de dire non à ce qui ne sert pas son objectif. Il comprend intuitivement que chaque « oui » donné à une activité inutile est un « non » donné à son ambition. Le désir intense simplifie la vie en la rendant cohérente. Il transforme la discipline en conséquence naturelle plutôt qu'en contrainte imposée. Napoleon Hill souligne aussi que le désir brûlant influence l'image que l'on a de soi. Une personne qui nourrit un désir fort commence à se percevoir comme quelqu'un en devenir, comme un individu engagé dans une trajectoire précise. Cette perception modifie le comportement, le langage, l'attitude et même la posture mentale face aux difficultés. Le désir devient une identité en construction. L'individu ne se définit plus par ce qu'il est aujourd'hui, mais par ce qu'il est déterminé à devenir. Cependant, le désir brûlant comporte une exigence. Il doit être entretenu. Sans répétition mentale, sans visualisation, sans rappel quotidien, il peut s'affaiblir sous la pression des habitudes, de la routine et du scepticisme ambiant. Hill insiste sur l'importance de nourrir le désir par la pensée consciente. Ce n'est pas un feu qui brûle éternellement sans entretien, c'est une flamme qui demande une attention régulière pour rester vive. En définitive, le désir brûlant est le point de départ incontournable de toute réussite durable. Il précède la foi, il précède l'action organisée, il précède la persévérance. Sans lui, les méthodes restent théoriques, les plans restent sur le papier et les rêves restent des illusions. Avec lui, même les moyens limités peuvent produire des résultats extraordinaires. La réussite ne commence pas avec les ressources, les contacts ou les opportunités. Elle commence dans l'intensité d'un désir qui refuse d'abandonner. Chapitre 3. La foi en soi et en l'objectif. La foi n'est pas une idée abstraite ni une croyance religieuse au sens classique du terme. Dans la philosophie de la réussite développée par Napoleon Hill, la foi est une conviction intérieure profonde, une certitude mentale qui précède toute réalisation extérieure. Elle n'est pas visible, elle ne se mesure pas, mais elle agit comme une force silencieuse qui oriente les décisions, renforce la persévérance et transforme l'attitude face aux obstacles. Là où la majorité doute, hésite et abandonne, celui qui possède la foi avance avec une assurance intérieure, même sans preuve immédiate. La foi devient alors un moteur invisible, mais extraordinairement puissant. La plupart des échecs humains ne proviennent pas d'un manque de talent, d'intelligence ou d'opportunité, mais d'une absence de foi durable. Beaucoup de personnes commencent un projet avec enthousiasme, mais au premier obstacle, leur croyance s'effondre. Cela révèle une vérité fondamentale. Elles n'avaient pas la foi, seulement l'espoir. L'espoir attend que les circonstances soient favorables, tandis que la foi agit même lorsque tout semble contraire. La foi ne dépend pas de résultats immédiats, elle repose sur une vision intérieure déjà acceptée comme réelle. Napoleon Hill insiste sur un point central. La foi peut être développée. Elle n'est pas réservée à une élite née avec une confiance exceptionnelle. Elle se construit par un processus conscient de répétition mentale, d'autosuggestion et de discipline intérieure. L'esprit humain fonctionne par imprégnation. Ce qui est répété avec émotion, constance et intention finit par être accepté comme vrai. Ainsi, une personne qui nourrit quotidiennement des pensées de capacité, de réussite et de détermination finit par les incarner naturellement. L'autosuggestion joue ici un rôle fondamental. Elle consiste à influencer volontairement son propre esprit par des affirmations, des images mentales et des convictions répétées. Ce mécanisme agit principalement sur le subconscient, cette partie de l'esprit qui ne raisonne pas mais exécute. Le subconscient accepte ce qui lui est présenté avec suffisamment d'intensité et de répétition. Lorsqu'une personne répète intérieurement qu'elle est incapable, faible ou destinée à échouer, le subconscient transforme ses idées en comportement. À l'inverse, lorsqu'elle nourrit des pensées de foi, de compétence et de succès, elle modifie progressivement sa manière d'agir, de parler et de décider. La foi neutralise le doute non pas en le combattant directement, mais en le remplaçant. Le doute ne disparaît jamais par la volonté seule. Il disparaît lorsque l'esprit est saturé par une conviction plus forte. Là où la foi est faible, le doute prospère. Là où la foi est forte, le doute n'a plus d'espace.
C'est pourquoi Napoléon Hill insiste sur la répétition mentale quotidienne. Une idée isolée ne transforme rien, mais une idée répétée devient une croyance, et une croyance devient une réalité vécue. La répétition mentale agit comme un entraînement invisible. De la même manière qu'un muscle se développe par l'exercice, la foi se renforce par la pratique mentale. Chaque jour où une personne visualise son objectif, affirme sa capacité à l'atteindre et agit en cohérence avec cette vision, elle renforce son identité intérieure. Progressivement, elle ne croit plus seulement en son objectif, elle devient la personne capable de l'atteindre. C'est là que la transformation réelle commence. La foi en l'objectif est indissociable de la foi en soi. Beaucoup de personnes admirent des objectifs ambitieux, mais ne croient pas être dignes ou capables de les atteindre. Cette contradiction intérieure crée une tension qui conduit à l'autosabotage. Il explique que l'esprit humain cherche la cohérence. Si une personne désire intensément un objectif mais se perçoit comme incapable, elle finira inconsciemment par abandonner, procrastiner ou échouer volontairement pour préserver son image intérieure. La réussite exige donc une réconciliation entre l'objectif et l'identité. La foi transforme également la perception de l'échec. Pour l'esprit ordinaire, l'échec est une preuve d'incompétence. Pour l'esprit guidé par la foi, l'échec est une information, une étape, un ajustement nécessaire. Cette différence de perception change tout. Celui qui doute interprète chaque difficulté comme un signal d'arrêt. Celui qui croit interprète chaque difficulté comme un test ou une préparation. La foi ne supprime pas les obstacles, mais elle change leur signification. Napoléon Hill a observé que les personnes qui réussissent durablement partagent une caractéristique commune. Elles persistent parce qu'elles croient avant de voir. Elles ne demandent pas à la réalité de les convaincre avant d'agir. Elles agissent parce qu'elles sont déjà convaincues intérieurement. Cette attitude crée un effet cumulatif. Chaque action cohérente renforce la foi, et chaque renforcement de la foi améliore la qualité des actions. La foi influence également le langage intérieur. Une personne guidée par la foi ne se parle pas de la même manière qu'une personne dominée par le doute. Son dialogue interne est orienté vers les solutions, les possibilités et la croissance. Même dans les moments de fatigue ou d'incertitude, elle maintient une direction mentale claire. Ce dialogue interne devient une source de stabilité émotionnelle, particulièrement lorsque les circonstances extérieures sont instables. Un autre aspect essentiel est la foi collective. Il souligne que la foi peut être amplifiée lorsqu'elle est partagée avec des personnes animées par une vision similaire. L'esprit humain est influençable, positivement comme négativement. S'entourer de personnes sceptiques, négatives ou résignées affaiblit la foi, même chez les individus déterminés. À l'inverse, évoluer dans un environnement où la croyance en la réussite est normale renforce naturellement la conviction intérieure. La foi n'est pas aveugle. Elle n'exclut pas la réflexion, la stratégie ou l'apprentissage. Elle agit comme une fondation mentale sur laquelle s'appuient toutes les compétences. Sans foi, les compétences sont sous-utilisées. Avec la foi, même des compétences modestes peuvent produire des résultats extraordinaires. C'est pourquoi Hill affirme que la foi est l'un des piliers centraux de toute réussite durable. En définitive, la foi en soi et en l'objectif est une décision quotidienne. Elle se cultive par les pensées, les paroles, les images mentales et les actions répétées. Elle exige une vigilance constante face aux influences négatives, aux discours intérieurs destructeurs et aux doutes non contrôlés. Mais lorsque la foi devient une habitude mentale, elle transforme profondément la trajectoire d'une vie. Ce n'est plus l'environnement qui dicte les résultats, mais l'état d'esprit intérieur. Et c'est précisément là que commence la véritable réussite. Chapitre 4. L'imagination. L'atelier de la réussite. L'imagination est l'outil le plus puissant dont dispose l'être humain, et pourtant l'un des plus mal compris. Pour la majorité des gens, elle est associée à l'enfance, aux rêves inutiles, à l'irréalisme ou à l'évasion. Napoléon Hill démontre exactement l'inverse. L'imagination est l'atelier secret où se construisent toutes les grandes réussites avant même qu'elles n'existent dans le monde matériel. Rien de ce qui a transformé le monde n'a d'abord été visible. Tout a commencé comme une image mentale, une idée imprécise, une vision intérieure entretenue avec assez de foi pour devenir réelle. L'imagination n'est donc pas une fuite du réel,
Elle est la matrice du réel. Il existe une différence fondamentale entre l'imagination passive et l'imagination créatrice. L'imagination passive subit. Elle erre, elle consomme des images imposées par l'environnement, les médias, les peurs collectives et les limites héritées. Elle nourrit l'anxiété, la comparaison et la résignation. À l'inverse, l'imagination créatrice agit. Elle sélectionne, construit, combine et oriente. Elle est volontaire. Elle travaille au service d'un objectif précis. Elle n'attend pas que la réalité impose ses règles. Elle conçoit une nouvelle réalité intérieure avant de la manifester extérieurement. Toute personne qui réussit apprend à passer de l'imagination subie à l'imagination dirigée. Napoleon Hill insiste sur un point essentiel. L'esprit humain ne peut pas distinguer clairement entre une image fortement répétée et une expérience réelle. Ce que l'on imagine avec intensité, émotion et constance finit par être accepté par le subconscient comme une vérité possible, puis probable, puis normale. C'est ainsi que l'imagination devient un outil de programmation mentale. Lorsqu'un individu se représente continuellement la réussite, non comme un rêve lointain, mais comme une scène vivante et précise, son esprit commence à chercher instinctivement les moyens de rendre cette vision cohérente avec la réalité. Les idées apparaissent, les opportunités deviennent visibles, les décisions s'alignent. Ce processus n'est pas magique, il est psychologique. Les grandes réussites de l'histoire confirment ce principe. Avant qu'un empire industriel ne voie le jour, il a existé dans l'esprit de quelqu'un comme une idée jugée irréaliste par les autres. Avant qu'une invention ne transforme un secteur entier, elle a été ridiculisée, rejetée ou ignorée. L'imagination créatrice ne cherche pas l'approbation immédiate, elle précède toujours la compréhension collective. Celui qui dépend de la validation extérieure pour imaginer grand restera prisonnier des limites communes. Celui qui ose nourrir sa vision en silence développe un avantage invisible mais décisif. L'imagination agit comme un laboratoire mental. C'est dans cet espace intérieur que les idées se testent, se combinent, se transforment. Une idée brute n'est jamais suffisante. Elle doit être travaillée, affinée, confrontée à d'autres idées. L'imagination permet de relier des éléments qui semblaient séparés, de voir des solutions là où d'autres voient des obstacles. Elle est la faculté qui permet de penser au-delà des évidences, de dépasser les modèles existants et d'anticiper ce qui n'existe pas encore. Sans imagination, l'esprit se contente de répéter le passé. Hill explique également que l'imagination est le pont entre le désir et le plan. Un désir sans image claire reste vague et inefficace. Une image sans plan reste stérile. L'imagination transforme le désir en vision, puis la vision en stratégie mentale. Elle permet de visualiser les étapes, les ressources nécessaires, les obstacles possibles et les solutions alternatives. Plus cette visualisation est précise, plus l'esprit devient capable de reconnaître les actions concrètes à entreprendre. L'imagination n'est donc pas opposée à l'action, elle en est la préparation intelligente. La visualisation consciente est un exercice central dans cette philosophie. Visualiser ne signifie pas simplement se voir réussir, mais ressentir intérieurement l'état émotionnel associé à la réussite. La fierté, la sérénité, la liberté, la satisfaction profonde. Ces émotions agissent comme un langage pour le subconscient. Elles renforcent la conviction, dissolvent progressivement le doute et rendent l'objectif psychologiquement familier. Ce qui devient familier cesse de faire peur. Et ce qui ne fait plus peur devient atteignable. L'imagination permet aussi de transformer l'échec. Une personne sans imagination voit l'échec comme une fin. Une personne dotée d'imagination le perçoit comme une information. Elle est capable de reconfigurer son approche, d'extraire une leçon, de concevoir une nouvelle stratégie. Là où l'esprit rigide se brise, l'esprit imaginatif s'adapte. C'est pourquoi les individus créatifs résistent mieux aux revers. Ils disposent de plusieurs scénarios mentaux, plusieurs chemins possibles vers leur objectif. Un autre aspect fondamental souligné par Hill est la relation entre imagination et courage. Imaginer une vie différente exige de remettre en question l'ordre établi, y compris ses propres croyances limitantes. Beaucoup de gens n'échouent pas par manque de capacité, mais par peur de ce que leur imagination leur montre comme possible. Imaginer grand oblige à affronter l'idée que l'on pourrait réussir, et donc à prendre la responsabilité de ses choix.
Cette responsabilité effraie plus que l'échec lui-même. L'imagination est également collective. Lorsqu'elle est partagée entre plusieurs esprits alignés vers un objectif commun, elle devient une force amplifiée. Les grandes entreprises, les mouvements durables et les projets ambitieux naissent souvent d'une vision partagée. Hill parle de l'esprit de collaboration comme d'un amplificateur de créativité. Les idées circulent, se renforcent, se corrigent. Une vision portée par plusieurs esprits gagne en solidité et en clarté. Transformer une idée en plan concret exige discipline et persistance. L'imagination seule ne suffit pas. Elle doit être suivie par la décision, l'organisation et l'action répétée. Mais sans imagination, ces efforts deviennent mécaniques et limités. L'imagination donne une direction, un sens, une cohérence à l'effort. Elle permet de maintenir la motivation sur le long terme, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Napoleon Hill enseigne que l'imagination est un muscle mental. Plus elle est utilisée consciemment, plus elle devient puissante et précise. Négligée, elle se détériore et se met au service des peurs, des scénarios négatifs et de l'auto-sabotage. Cultivée, elle devient un outil de transformation personnelle. Celui qui maîtrise son imagination commence à maîtriser sa trajectoire de vie. En définitive, l'imagination est le lieu où l'avenir est conçu avant d'être vécu. Elle est l'atelier invisible où se forgent les décisions, les stratégies, les innovations et les destins. Celui qui apprend à utiliser son imagination de manière créatrice cesse d'être prisonnier des circonstances. Il devient architecte de sa réussite, non par illusion, mais par compréhension profonde du fonctionnement de l'esprit humain. Chapitre 5. La décision, l'arme des gagnants. La décision est l'un des actes les plus puissants dont dispose un être humain, et pourtant c'est aussi l'un des plus redoutés. Beaucoup imaginent que la réussite dépend principalement du talent, de l'intelligence ou des circonstances extérieures, alors qu'en réalité, elle dépend avant tout de la capacité à décider. Décider, ce n'est pas seulement choisir entre deux options visibles, c'est s'engager intérieurement, trancher mentalement, fermer certaines portes pour en ouvrir une autre avec détermination. Les grands gagnants de ce monde ne sont pas ceux qui ont toujours eu raison dès le départ, mais ceux qui ont su décider malgré l'incertitude, agir malgré la peur, avancer malgré le risque d'erreur. À l'inverse, l'indécision est l'une des prisons mentales les plus destructrices, car elle maintient l'individu dans l'attente, dans l'hésitation permanente, dans une vie suspendue qui ne commence jamais vraiment. L'échec des indécis ne vient pas d'un manque de potentiel, mais d'un excès de calcul, de doute et de peur. L'indécis passe sa vie à analyser, à comparer, à attendre le moment parfait, sans comprendre que ce moment n'existe pas. Il observe les autres avancer, parfois se tromper, parfois réussir, mais toujours progresser, tandis que lui reste immobile, paralysé par l'idée de faire le mauvais choix. Cette immobilité est souvent déguisée sous des justifications rationnelles. Attendre plus d'informations, améliorer encore le plan, demander un avis supplémentaire. En réalité, ce comportement est le symptôme d'une peur profonde, la peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de perdre, la peur de regretter. Or, tant que cette peur gouverne l'esprit, aucune réussite durable n'est possible. Décider, c'est accepter la responsabilité totale de sa vie. C'est reconnaître que, quoi qu'il arrive, on assumera les conséquences de son choix. Cette responsabilité effraie la majorité des gens, car elle les prive d'une excuse confortable. Tant qu'on ne décide pas, on peut accuser les circonstances, le système, les autres, le manque de chance. Dès l'instant où l'on décide, on devient acteur, et non plus spectateur. On cesse d'être une victime passive pour devenir un créateur conscient de son propre parcours. C'est précisément pour cette raison que peu de personnes décident réellement. Elles préfèrent rester dans une zone grise où rien n'est définitivement engagé, même si cette zone est synonyme de frustration, de regret et de vies inachevées. Les gagnants, eux, comprennent une loi fondamentale. Une décision imparfaite vaut toujours mieux qu'une absence de décision. Ils savent que l'action clarifie ce que la réflexion ne peut pas résoudre. En avançant, en testant, en expérimentant, ils obtiennent des informations réelles que la simple analyse mentale ne fournira jamais. Décider vite ne signifie pas agir de manière irréfléchie, mais refuser de laisser la peur prendre le contrôle. Les personnes qui réussissent
prennent une décision dès qu'elles disposent d'un minimum de clarté, puis elles ajustent en chemin. Elles corrigent, améliorent, réorientent si nécessaire, mais elles ne restent jamais figées. Le courage de décider n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Chaque décision importante s'accompagne d'une tension intérieure, car elle implique l'inconnu. Mais cette tension est précisément le signe que l'on est en train de grandir. Refuser cette tension, c'est refuser toute évolution. Ceux qui cherchent une sécurité absolue finissent par vivre une vie limitée, car la sécurité totale n'existe que dans l'inaction et la routine. Les gagnants acceptent l'inconfort temporaire de la décision pour accéder à une liberté durable. La peur de l'erreur est l'un des plus grands obstacles à la décision. Beaucoup ont été conditionnés dès l'enfance à croire que se tromper est une faute grave, une preuve d'incompétence ou d'échec personnel. Cette croyance crée des adultes hésitants, obsédés par l'idée de faire le bon choix dès le premier essai. Or, dans la réalité, l'erreur n'est pas l'ennemi de la réussite. Elle en est une composante essentielle. Chaque erreur contient une information précieuse, un ajustement à faire, une leçon à intégrer. Les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui ont commis le plus d'erreurs, mais qui ont su les utiliser comme des outils d'apprentissage plutôt que comme des preuves d'incapacité. Décider, c'est aussi définir une direction claire à son esprit. L'esprit humain a besoin d'un cap pour fonctionner efficacement. Sans décision ferme, l'énergie mentale se disperse, les pensées se contredisent, la motivation s'épuise. Une fois la décision prise, même imparfaite, l'esprit s'aligne, les ressources internes se mobilisent et des solutions apparaissent là où il n'y avait auparavant que de la confusion. La décision agit comme un signal envoyé à l'inconscient, lui indiquant qu'il est temps de passer à l'action et de soutenir l'objectif choisi. Il existe une différence profonde entre souhaiter et décider. Souhaiter, c'est espérer sans s'engager. Décider, c'est s'engager sans garantie. Beaucoup de personnes souhaitent une meilleure vie, plus de liberté, plus de succès, mais très peu prennent la décision ferme d'agir dans ce sens, quelles que soient les difficultés. La décision implique une discipline quotidienne, des sacrifices, parfois des renoncements temporaires. Elle exige de rester fidèle à son choix même lorsque l'enthousiasme initial disparaît. C'est cette constance qui distingue les gagnants des rêveurs. Les décisions des gagnants sont souvent incomprises par leur entourage. Elles paraissent risquées, irrationnelles, voire insensées aux yeux de ceux qui privilégient la sécurité et la conformité. Pourtant, ce sont précisément ces décisions audacieuses qui ouvrent la voie à des résultats extraordinaires. Les gagnants n'attendent pas l'approbation générale pour avancer. Ils écoutent leur intuition, évaluent les risques, puis s'engagent pleinement. Ils acceptent d'être critiqués, jugés ou incompris, car ils savent que la validation extérieure n'est jamais le moteur de la réussite. Décider, c'est aussi apprendre à dire non. Dire non aux distractions, aux opportunités qui ne sont pas alignées avec l'objectif principal, aux influences négatives, aux peurs déguisées en prudence. Chaque non prononcé avec clarté renforce la puissance du oui que l'on a choisi. Les gagnants comprennent que vouloir tout faire revient à ne rien faire de significatif. Ils concentrent leur énergie sur quelques décisions clés et s'y consacrent entièrement. Avec le temps, la capacité à décider se renforce. Chaque décision prise avec courage développe la confiance en soi. Même lorsque le résultat n'est pas celui espéré, l'individu découvre qu'il est capable de faire face, de s'adapter et de continuer. Cette expérience construit une force intérieure qui rend les décisions futures plus faciles, plus rapides et plus assumées. À l'inverse, plus on évite de décider, plus la peur grandit, plus l'indécision devient une habitude, et plus il devient difficile de rompre ce cercle. La décision est donc une arme mentale, une force invisible qui façonne le destin. Elle sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la construisent. Elle transforme les intentions en actions, les rêves en projets, les idées en réalités concrètes. Sans décision, même le plus grand talent reste stérile. Avec une décision ferme, même des moyens modestes peuvent conduire à des résultats exceptionnels. En définitive, la réussite appartient à ceux qui acceptent de décider avant d'être prêts, d'avancer avant d'être sûrs, et de corriger plutôt que de renoncer.
La décision est le point de non-retour où l'on cesse de se mentir à soi-même. Elle est le moment où l'on choisit consciemment de ne plus être prisonnier de la peur, de l'indécision et des regrets. C'est à cet instant précis que naissent les gagnants, non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont osé choisir. Chapitre 6. La persévérance. Le test ultime. La persévérance est le point où la majorité échoue, non pas par manque de talent, ni par absence d'opportunité, mais par épuisement intérieur. Beaucoup commencent avec enthousiasme, avec une énergie débordante, une vision claire et une motivation intense. Mais très peu continuent quand l'excitation disparaît, quand les résultats tardent, quand les obstacles se multiplient et que l'esprit commence à douter. C'est précisément à cet endroit que se joue la différence entre ceux qui rêvent toute leur vie et ceux qui transforment leurs rêves en réalité concrète. La persévérance n'est pas un simple effort physique ou une obstination aveugle. C'est une qualité mentale profonde, une capacité à rester aligné avec son objectif malgré la fatigue, la peur, le découragement et les échecs répétés. La majorité abandonne trop tôt parce qu'elle interprète mal les signes de résistance. Lorsqu'un obstacle surgit, beaucoup y voient un message d'arrêt, comme si la vie leur disait de faire demi-tour. En réalité, les obstacles sont souvent des tests, des filtres naturels qui éliminent ceux dont le désir n'est pas assez fort. La persévérance commence là où la motivation émotionnelle s'arrête. La motivation dépend de l'humeur, de l'environnement, des encouragements extérieurs. La persévérance, elle, dépend d'une décision intérieure irrévocable. Celui qui persévère ne se demande plus s'il va continuer, il a déjà décidé qu'il continuera, quoi qu'il arrive, et cette décision ferme supprime une immense quantité de doutes inutiles. L'abandon précoce est souvent lié à une illusion profondément ancrée, l'idée que la réussite devrait être rapide, fluide et presque naturelle. Cette croyance est renforcée par les récits simplifiés, les succès médiatisés et les comparaisons trompeuses. Quand la réalité ne correspond pas à cette image idéalisée, l'esprit interprète la difficulté comme un signe d'incompétence personnelle. La persévérance exige alors une rééducation mentale, comprendre que la lenteur n'est pas un échec, que la répétition n'est pas une faiblesse et que la difficulté n'est pas une preuve d'incapacité, mais souvent la preuve que l'on progresse sur un terrain réel. Résister à la fatigue mentale est l'un des défis les plus sous-estimés du chemin vers la réussite. La fatigue mentale ne se manifeste pas toujours par un épuisement physique, mais par une lassitude intérieure, une perte de clarté, une baisse de confiance, une sensation de vide ou d'inutilité. C'est à ce moment que l'esprit commence à saboter l'individu de l'intérieur, en produisant des pensées comme « à quoi bon ?»« ce n'est pas fait pour moi » ou « d'autres y arrivent plus facilement ». La persévérance consiste alors à continuer même quand l'enthousiasme est absent, à agir malgré l'absence de plaisir immédiat, à avancer avec discipline plutôt qu'avec émotion. La discipline émotionnelle est au cœur de cette persévérance. Elle consiste à ne pas laisser ses émotions diriger ses décisions à long terme. Les émotions sont changeantes, instables, influencées par des facteurs externes, tandis que les objectifs durables nécessitent une stabilité intérieure. Celui qui réussit apprend à observer ses émotions sans leur obéir aveuglément. Il comprend que la peur, le doute et la fatigue ne sont pas des ordres, mais des états temporaires. Cette capacité à rester maître de ses réactions émotionnelles permet de maintenir un cap constant, même lorsque l'environnement devient hostile ou décourageant. La persévérance devient véritablement puissante lorsqu'elle se transforme en habitude mentale. Une habitude n'exige plus un effort conscient constant, elle s'exécute presque automatiquement. Lorsque l'individu s'entraîne à ne pas abandonner, à revenir chaque jour vers son objectif, à faire un pas de plus, même minime, il construit un schéma mental durable. À long terme, persévérer devient plus facile que renoncer, car l'esprit s'est conditionné à continuer plutôt qu'à fuir. Cette habitude protège l'individu contre les moments de faiblesse, car elle agit même lorsque la volonté est temporairement affaiblie. La persévérance est aussi liée à la capacité d'accepter l'échec sans se définir par lui. Les personnes qui abandonnent rapidement confondent souvent échec et identité. Elles pensent qu'un revers signifie qu'elles ne sont pas faites pour réussir. À l'inverse, l'esprit persévérant interprète l'échec comme une information, une leçon, une étape normale du processus. Cette vision transforme chaque difficulté en source d'apprentissage plutôt qu'en justification de l'abandon.
Plus l'individu développe cette relation saine avec l'échec, plus sa persévérance devient solide et durable. Il est important de comprendre que la persévérance ne signifie pas rigidité aveugle. Persévérer ne veut pas dire répéter indéfiniment les mêmes erreurs, mais rester fidèle à l'objectif tout en ajustant les méthodes. Celui qui persévère intelligemment sait modifier son approche sans renoncer à sa vision. Il distingue l'objectif final du chemin emprunté pour y parvenir. Cette flexibilité stratégique, combinée à une détermination inébranlable, crée une force mentale extrêmement rare et puissante. La persévérance est enfin le véritable test de la sincérité du désir. Beaucoup disent vouloir réussir, mais très peu sont prêts à supporter l'inconfort prolongé que cela exige. Le temps révèle toujours la vérité des intentions. Ceux qui persévèrent démontrent par leurs actions répétées que leur objectif n'est pas un simple souhait, mais un engagement profond. Et c'est précisément cette endurance silencieuse, cette constance invisible, qui finit par produire des résultats visibles et durables. Dans le parcours de la réussite, la persévérance agit comme un filtre naturel. Elle élimine ceux qui cherchent des raccourcis, des garanties ou des résultats immédiats, et elle élève ceux qui acceptent le processus dans toute sa complexité. Celui qui développe cette qualité mentale possède un avantage décisif, car il devient pratiquement impossible à arrêter. Tant qu'il continue, il progresse. Tant qu'il progresse, il apprend. Et tant qu'il apprend, la réussite finit inévitablement par se manifester. Chapitre 7. La peur. L'ennemi invisible. La peur est l'un des plus grands paradoxes de l'existence humaine, car elle n'a souvent aucune forme tangible, aucun visage réel, et pourtant, elle exerce un pouvoir immense sur les pensées, les décisions et les actions des individus. Dans le chemin de la réussite, elle agit comme un gardien silencieux placé à l'entrée de chaque opportunité, testant la solidité intérieure de celui qui ose avancer. Napoleon Hill considérait la peur comme l'ennemi le plus redoutable de l'être humain, non pas parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle opère dans l'ombre, sans être clairement identifiée. La majorité des échecs ne sont pas causés par un manque d'intelligence, de talent ou d'opportunité, mais par une peur diffuse, installée profondément dans l'esprit, qui paralyse l'élan naturel de création et d'action. La peur s'installe souvent très tôt dans la vie, nourrie par l'éducation, l'environnement social, les expériences négatives et les discours répétés. Elle se glisse dans les pensées quotidiennes, influence la perception du monde et finit par devenir une norme intérieure. Beaucoup d'individus vivent toute leur existence sous son emprise sans jamais la nommer, croyant que leurs limites sont réelles, objectives et immuables. En réalité, la peur agit comme un filtre mental déformant, transformant les possibilités en menaces, les défis en dangers et les erreurs en catastrophes irréversibles. Elle n'empêche pas seulement d'agir, elle empêche même de penser librement. Napoleon Hill identifiait 6 grandes peurs fondamentales qui gouvernent inconsciemment la majorité des êtres humains. Ces peurs ne sont pas toujours conscientes, mais elles se manifestent à travers des comportements répétitifs, des justifications rationnelles et des schémas de pensée négatifs. La peur de la pauvreté pousse à la sécurité excessive, à la peur de perdre, à l'avarice mentale et à l'incapacité de prendre des risques calculés. La peur de la critique enferme l'individu dans le regard des autres, l'oblige à vivre selon des attentes extérieures et à renoncer à son authenticité. La peur de la maladie nourrit l'angoisse du corps, fragilise l'énergie mentale et installe une vigilance excessive qui devient elle-même une source de mal-être. La peur de la perte d'amour ou de l'abandon pousse à la dépendance affective et au sacrifice de soi. La peur de la vieillesse enferme dans la nostalgie ou l'angoisse du temps qui passe. Enfin, la peur de la mort, la plus profonde, agit comme une ombre permanente, souvent refoulée, mais toujours influente. Parmi toutes ces peurs, certaines jouent un rôle particulièrement destructeur dans le parcours de la réussite. La peur de l'échec est sans doute la plus répandue. Elle empêche de tenter, d'expérimenter, d'apprendre et de progresser. Celui qui craint l'échec confond erreur et identité, croyant qu'échouer signifie être incapable ou indigne. Cette confusion mentale crée une rigidité intérieure qui bloque toute évolution. Or, l'échec n'est jamais une fin en soi, mais une information, un retour d'expérience indispensable à la croissance. La peur de l'échec n'est pas la peur de tomber, mais la peur du jugement qui suit la chute. La peur du manque agit de manière plus insidieuse encore. Elle pousse l'individu à agir depuis un état de pénurie mentale,
même lorsqu'il possède déjà les ressources nécessaires. Cette peur crée une obsession de la sécurité, une méfiance excessive envers l'avenir et une difficulté à investir en soi, en temps, en énergie ou en argent. Elle enferme l'esprit dans le court terme et empêche la vision à long terme, pourtant essentielle à toute grande réussite. L'esprit dominé par la peur du manque voit le monde comme un espace limité où chacun doit lutter pour survivre, au lieu de le percevoir comme un champ de possibilités en expansion. La peur du jugement, quant à elle, est l'une des plus paralysantes socialement. Elle pousse à l'autocensure, à la conformité et à la dissimulation de son potentiel réel. Beaucoup de personnes renoncent à leurs rêves, non pas parce qu'ils sont irréalisables, mais parce qu'ils ont peur de ce que les autres pourraient penser. Cette peur est renforcée par les réseaux sociaux, les comparaisons constantes et la pression de l'image. Elle transforme la vie en spectacle permanent où l'authenticité est sacrifiée au profit de l'acceptation. Or, toute réussite authentique exige une forme de solitude intérieure et le courage d'être différent. La peur paralyse l'action de manière subtile mais efficace. Elle commence par influencer les pensées, puis les émotions, et enfin les comportements. Elle se manifeste par la procrastination, l'indécision chronique, l'autosabotage et la rationalisation excessive. L'individu trouve 1000 raisons logiques de ne pas agir, convaincu qu'il est prudent ou réaliste, alors qu'il est en réalité dominé par une émotion non reconnue. La peur aime se déguiser en sagesse, en prudence ou en humilité. Elle murmure à l'esprit qu'il vaut mieux attendre, se préparer davantage ou choisir une voie plus sûre jusqu'à ce que le moment soit passé. L'un des aspects les plus dangereux de la peur est qu'elle affaiblit progressivement la confiance en soi. Chaque fois qu'une personne renonce à agir par peur, elle envoie à son esprit un message implicite d'incapacité. Ce message s'accumule avec le temps et finit par devenir une croyance profonde. Ainsi, la peur ne se contente pas d'empêcher l'action ponctuelle, elle construit une identité de limitation. L'individu finit par croire qu'il n'est pas fait pour réussir, non pas à cause de preuves objectives, mais à cause d'un historique de renoncement silencieux. Pourtant, la peur n'est pas une fatalité. Elle n'est pas un ennemi extérieur à combattre, mais une énergie intérieure à comprendre et à transformer. Napoleon Hill insistait sur le fait que la peur disparaît progressivement lorsque l'esprit est occupé par des pensées opposées, telles que la foi, le courage, la clarté d'objectif et la détermination. La peur ne peut coexister durablement avec une vision claire et un désir intense. Elle prospère dans le vide mental, dans l'absence de direction et dans l'indécision. Plus l'objectif est flou, plus la peur devient forte. Neutraliser la peur commence par la conscience. Identifier ses peurs, les nommer clairement et reconnaître leur influence permet de reprendre le pouvoir intérieur. Tant que la peur reste inconsciente, elle contrôle les décisions. Dès qu'elle est observée, elle perd une partie de son emprise. Cette lucidité permet de distinguer les dangers réels des menaces imaginaires. La majorité des peurs ne sont pas liées à un danger immédiat, mais à une projection mentale du futur. Or, le futur n'existe que dans l'imagination, et l'imagination peut être entraînée. L'entraînement mental est l'un des outils les plus puissants pour désamorcer la peur. La répétition de pensées positives, la visualisation de résultats favorables et l'autosuggestion consciente permettent de reprogrammer progressivement l'esprit. Napoleon Hill expliquait que l'esprit humain est malléable et qu'il adopte les habitudes de pensée qu'on lui impose avec constance. En nourrissant l'esprit de courage, de confiance et de foi, on affaiblit mécaniquement la peur. Ce processus demande de la discipline et de la persévérance, car la peur ne disparaît pas instantanément, mais elle recule à chaque action consciente. L'action elle-même est l'antidote le plus efficace contre la peur. Agir malgré la peur, même de manière imparfaite, brise le cycle de la paralysie mentale. Chaque action réussie, aussi petite soit-elle, renforce la confiance et affaiblit la croyance en l'incapacité. La peur se nourrit de l'inaction, tandis que le courage se développe dans le mouvement. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement la peur avant d'agir, mais d'agir en sa présence, en refusant de lui donner le contrôle. La discipline émotionnelle joue également un rôle central. Apprendre à ne pas se laisser gouverner par ses émotions du moment, à différer la réaction immédiate et à maintenir une direction claire malgré l'inconfort est une compétence essentielle.
Les individus qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais la peur, mais ceux qui ne la laissent pas décider à leur place. Ils comprennent que la peur est un signal, non une autorité. Elle peut informer, mais elle ne doit pas commander. Enfin, comprendre que la peur est universelle permet de la relativiser. Tous les êtres humains, sans exception, ressentent la peur à différents degrés. Les figures les plus accomplies de l'histoire ont elles-mêmes douté, hésité et tremblé avant d'agir. Ce qui les distingue n'est pas l'absence de peur, mais leur capacité à avancer malgré elle. La réussite n'est pas réservée aux plus courageux de naissance, mais à ceux qui acceptent de développer leur courage par la pratique consciente. Dans la philosophie de Napoleon Hill, la peur est un test intérieur, une épreuve qui révèle le niveau de maîtrise mentale de l'individu. Elle indique la présence d'un potentiel non exploité, car là où il y a peur, il y a souvent une possibilité de croissance. En apprenant à observer, comprendre et transformer la peur, l'être humain reprend le contrôle de son esprit et de son destin. La peur cesse alors d'être un ennemi invisible pour devenir un signal de transformation, un rappel que la véritable liberté commence à l'intérieur. Chapitre 8. Les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont parmi les forces les plus puissantes et les plus invisibles qui gouvernent la vie humaine. Elles ne se voient pas, ne s'entendent pas, ne se touchent pas, et pourtant, elles dirigent silencieusement les décisions, les peurs, les ambitions et même les échecs de millions de personnes. Napoleon Hill considérait que l'être humain n'est jamais réellement prisonnier de son environnement extérieur, mais bien de l'image mentale qu'il s'est construite du monde et de lui-même. Les croyances limitantes naissent souvent très tôt, bien avant que l'individu ait la capacité de les analyser ou de les remettre en question. Elles s'installent dans l'esprit comme des vérités absolues, alors qu'elles ne sont en réalité que des interprétations répétées, acceptées sans examen critique. Un enfant à qui l'on répète qu'il n'est pas fait pour réussir, qu'il est comme ça, qu'il ne faut pas trop rêver, qu'il vaut mieux rester à sa place, finit par intégrer ces messages comme des lois immuables. Avec le temps, ces croyances deviennent des filtres à travers lesquels il perçoit toute la réalité. Chaque opportunité est vue comme une menace, chaque échec comme une confirmation, chaque réussite comme une exception temporaire. Ainsi, l'esprit ne cherche plus à avancer, mais à se protéger de ce qu'il croit être impossible ou dangereux. Ces croyances ne se forment pas uniquement dans l'enfance, même si cette période est décisive. Elles sont aussi renforcées par l'environnement social, culturel et économique. La société, parfois sans mauvaise intention, transmet des limites mentales sous forme de normes, de traditions, de peurs collectives et de discours fatalistes. On apprend aux individus ce qui est raisonnable, ce qui est réaliste, ce qui est réservé à certains. Peu à peu, la majorité finit par confondre prudence et renoncement, réalisme et résignation. Napoleon Hill expliquait que l'esprit humain fonctionne par conditionnement répétitif. Ce que l'on entend souvent, ce que l'on voit régulièrement, ce que l'on accepte sans débat, devient une croyance enracinée. Le plus dangereux dans ce processus est que la personne ne se rend même plus compte qu'elle est conditionnée. Elle pense agir librement, alors qu'elle ne fait que reproduire des schémas mentaux hérités. Elle ne dit pas « je n'ose pas », elle dit « ce n'est pas pour moi ». Elle ne dit pas « j'ai peur », elle dit « ce n'est pas possible ». Le langage révèle la prison mentale bien avant que l'individu n'en ait conscience. Le conditionnement invisible agit également par l'observation. Voir autour de soi des gens qui abandonnent, qui se plaignent, qui justifient leur immobilisme, finit par normaliser l'échec et la médiocrité. L'esprit humain imite ce qu'il voit le plus souvent, surtout lorsqu'il cherche à appartenir à un groupe. Se démarquer mentalement demande du courage, car cela implique d'accepter l'inconfort du doute, du regard des autres et parfois de la solitude. C'est pourquoi tant de personnes préfèrent conserver leurs croyances limitantes plutôt que de risquer l'inconnu. Ces croyances offrent une fausse sécurité. Elles donnent une excuse à l'inaction et protègent l'ego contre la douleur de l'effort ou de l'échec. Pourtant, ce confort est un piège, car il empêche toute transformation réelle. Napoleon Hill insistait sur le fait que l'homme devient ce qu'il croit être. Si un individu croit profondément qu'il est limité, il agira de manière limitée, même s'il possède les capacités nécessaires pour réussir. Remplacer les croyances toxiques est l'un des travaux mentaux les plus exigeants,
mais aussi les plus libérateurs. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement ou de répéter des phrases creuses. Il s'agit d'un processus conscient de reprogrammation mentale. La première étape consiste à prendre conscience de ses croyances actuelles. Tant qu'une croyance reste inconsciente, elle est incontestable. Dès qu'elle est observée, elle peut être remise en question. Napoleon Hill recommandait une observation honnête de ses pensées récurrentes, notamment dans les moments de doute, de peur ou de découragement. Ces moments révèlent les croyances profondes qui gouvernent l'esprit. Une fois identifiées, ces croyances doivent être confrontées à la réalité. La plupart du temps, elles ne reposent sur aucune preuve solide, mais sur des expériences isolées, des opinions héritées ou des échecs mal interprétés. Comprendre cela permet déjà de fissurer leur autorité. La deuxième étape consiste à introduire volontairement de nouvelles croyances, alignées avec l'objectif de réussite. L'esprit humain ne supporte pas le vide. On ne peut pas simplement supprimer une croyance sans la remplacer. C'est ici que l'autosuggestion et la répétition mentale jouent un rôle central. Il expliquait que l'esprit subconscient accepte comme vrai ce qui est répété avec émotion et conviction. Répéter une nouvelle croyance sans y mettre d'intensité n'a aucun effet. En revanche, répéter une idée claire, associée à un désir brûlant et à une image mentale précise, finit par influencer le comportement, les décisions et même les perceptions. Peu à peu, l'individu commence à agir différemment, à oser davantage, à interpréter les obstacles non plus comme des preuves d'incapacité, mais comme des étapes normales du processus. Il est essentiel de comprendre que le remplacement des croyances limitantes est progressif. L'esprit ne change pas du jour au lendemain ce qu'il a accepté pendant des années. Il y aura des résistances internes, des retours de doute, des moments de confusion. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des signes que l'ancien conditionnement est en train de se dissoudre. La persistance dans la nouvelle manière de penser est la clé. Chaque action cohérente avec une nouvelle croyance la renforce. Chaque petite victoire mentale affaiblit l'ancienne programmation. Avec le temps, ce qui semblait artificiel devient naturel. L'individu commence à se percevoir différemment, à se respecter davantage, à envisager des possibilités qu'il n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Napoleon Hill affirmait que la réussite extérieure n'est que le reflet d'une transformation intérieure préalable. Tant que l'esprit reste prisonnier de croyances limitantes, aucune stratégie, aucun talent, aucune opportunité ne peut produire de résultats durables. À l'inverse, lorsque l'individu libère son esprit de ces chaînes invisibles, il découvre une puissance intérieure insoupçonnée. Il comprend que les limites les plus solides ne sont pas celles imposées par le monde, mais celles qu'il a acceptées sans les questionner. Ce chapitre nous rappelle une vérité fondamentale. Changer sa vie commence toujours par changer ce que l'on croit possible. Lorsque les croyances toxiques sont remplacées par des convictions constructives, l'esprit cesse d'être un obstacle et devient enfin un allié sur le chemin de la réussite. Chapitre 9. La procrastination et l'autosabotage. La procrastination et l'autosabotage sont parmi les ennemis les plus redoutables de la réussite, non parce qu'ils sont visibles ou bruyants, mais précisément parce qu'ils opèrent dans le silence de l'esprit. Contrairement aux obstacles extérieurs que l'on peut identifier, combattre ou contourner, ces mécanismes internes se dissimulent derrière des raisonnements apparemment logiques, des émotions familières et des habitudes si anciennes qu'elles finissent par paraître naturelles. L'individu sait souvent ce qu'il doit faire. Il comprend même parfois pourquoi il doit le faire, mais quelque chose en lui freine, retarde, détourne l'action. Ce décalage entre la connaissance et l'action est le cœur même de la procrastination. Napoleon Hill insistait sur ce point fondamental. L'échec n'est pas toujours le fruit de l'ignorance, mais bien plus souvent celui de l'inaction répétée, nourrie par des peurs inconscientes et des conditionnements mentaux profonds. La procrastination ne consiste pas simplement à remettre à plus tard par paresse ou manque d'organisation. Elle est bien plus complexe et subtile. Elle est souvent le résultat d'un conflit intérieur entre le désir conscient de réussir et des résistances inconscientes liées à la peur du changement. Car agir, c'est accepter de quitter une zone de confort mental, même si cette zone est insatisfaisante ou douloureuse. L'esprit humain préfère parfois une souffrance connue à une incertitude nouvelle. Ainsi,
Repousser une action importante devient un moyen de préserver un équilibre intérieur fragile, même si cet équilibre empêche toute progression réelle. L'individu se convainc qu'il agira demain, quand les conditions seront meilleures, quand il se sentira plus prêt, plus confiant, plus inspiré. Mais ce demain devient un refuge mental qui protège l'ego de l'échec potentiel, tout en retardant indéfiniment le succès possible. L'autosabotage est intimement lié à ce phénomène. Il se manifeste lorsque l'individu, souvent sans en avoir pleinement conscience, adopte des comportements qui vont à l'encontre de ses propres objectifs. Cela peut prendre la forme d'oublis répétés, de choix incohérents, de distractions excessives ou de décisions prises au dernier moment qui compromettent un projet important. Derrière ces comportements se cache une logique interne puissante. Réussir implique des responsabilités nouvelles, une image de soi différente, parfois même une rupture avec l'identité passée. Pour un esprit conditionné depuis des années à se percevoir comme limité, ordinaire ou dépendant, la réussite peut être perçue comme une menace. L'autosabotage devient alors une stratégie inconsciente pour rester fidèle à l'image de soi ancienne, même si celle-ci est source de frustration. Pourquoi savons-nous ce qu'il faut faire sans pour autant le faire? La réponse réside en grande partie dans la résistance intérieure au changement. Tout changement véritable implique une réorganisation mentale. Il exige de remettre en question des croyances, des habitudes et des certitudes profondément ancrées. Or, l'esprit humain est un conservateur acharné de ces schémas établis. Il cherche la cohérence interne avant la vérité ou l'efficacité. Ainsi, même lorsqu'une action est objectivement bénéfique, elle peut être rejetée si elle entre en conflit avec une croyance limitante ancienne. Une personne qui a grandi avec l'idée qu'elle n'est pas faite pour réussir pourra inconsciemment retarder toute action qui la rapproche du succès, non par manque de volonté, mais par fidélité à une programmation mentale ancienne. Les excuses jouent un rôle central dans ce processus. Elles sont souvent rationnelles, crédibles et socialement acceptables. Manque de temps, fatigue, circonstances défavorables, responsabilité familiale, contexte économique difficile, autant de raisons qui, prises isolément, peuvent sembler légitimes. Mais lorsque ces excuses deviennent récurrentes et systématiques, elles révèlent un sabotage inconscient. Napoleon Hill expliquait que l'excuse est la forme la plus subtile de l'échec, car elle permet à l'individu de préserver son estime de soi tout en évitant l'action. L'excuse protège l'ego en lui offrant une justification honorable à l'inaction. Elle empêche la confrontation directe avec la peur fondamentale, celle de ne pas être à la hauteur, ou pire encore, celle de découvrir son véritable potentiel. La procrastination est également alimentée par la recherche du confort immédiat. L'esprit est naturellement attiré par ce qui procure un plaisir instantané et évite l'inconfort. Or, toute action significative vers la réussite implique une forme d'effort, de discipline ou d'incertitude. Face à ce choix, l'individu peut préférer des activités secondaires, urgentes mais peu importantes, qui donnent l'illusion de productivité sans provoquer de réelle avancée. Cette dispersion mentale devient un piège redoutable. Elle épuise l'énergie sans produire de résultats concrets, renforçant ainsi le sentiment d'inefficacité et, à terme, la croyance que l'on n'est pas capable de réussir. L'un des aspects les plus dangereux de la procrastination est son caractère cumulatif. Chaque action reportée renforce l'habitude de reporter. Chaque promesse non tenue à soi-même affaiblit la confiance intérieure. Peu à peu, l'individu commence à douter de sa propre parole, de sa capacité à passer à l'action, à se discipliner. Ce doute s'installe comme une vérité intérieure, alors qu'il n'est que le résultat d'un conditionnement progressif. Hill insistait sur l'importance de l'intégrité envers soi-même, la capacité à faire ce que l'on a décidé de faire, même lorsque l'envie n'est pas au rendez-vous. Sans cette intégrité, la volonté s'érode et la procrastination devient un mode de vie. Passer à l'action, malgré l'inconfort, est donc un acte profondément psychologique avant d'être pratique. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation parfaite, car celle-ci est souvent le résultat de l'action et non sa cause. Il s'agit de comprendre que l'inconfort initial est temporaire, tandis que les bénéfices de l'action sont durables. Chaque action accomplie, même imparfaite, affaiblit la résistance intérieure et renforce l'identité d'une personne capable d'agir. À l'inverse, chaque report renforce l'identité de celui qui hésite, doute et recule.
La lutte contre la procrastination est donc une lutte pour l'identité, pour la vision que l'on entretient de soi-même. L'auto-sabotage se nourrit également de la peur du jugement. Réussir, c'est se rendre visible. C'est s'exposer aux critiques, aux attentes, parfois à la jalousie. Pour beaucoup, rester dans l'ombre de l'inaction est plus rassurant que d'affronter le regard des autres. L'esprit peut alors créer des situations qui justifient l'échec apparent, évitant ainsi une exposition directe. En ce sens, l'auto-sabotage est parfois une tentative de protection émotionnelle. Mais cette protection a un coût immense, celui d'une vie vécue en dessous de son potentiel. Comprendre ces mécanismes est une étape essentielle mais insuffisante si elle n'est pas suivie d'une décision ferme. Il enseignait que la décision claire et immédiate est l'antidote principal à la procrastination. Décider, c'est trancher mentalement, mettre fin au débat intérieur. C'est refuser de négocier sans cesse avec ses peurs et ses doutes. Une décision authentique s'accompagne d'un engagement envers l'action, même minimale. L'action imparfaite est toujours supérieure à l'inaction parfaite. Elle crée un mouvement, une dynamique, un élan qui transforme progressivement l'état mental. Il est également essentiel de comprendre que la procrastination n'est pas un défaut de caractère, mais un symptôme. Elle révèle des peurs, des croyances et des conflits internes non résolus. En ce sens, la combattre avec brutalité ou culpabilité est souvent contre-productif. Ce qui est nécessaire, c'est une lucidité bienveillante. Reconnaître les mécanismes à l'œuvre sans s'y identifier. L'individu n'est pas la procrastination. Il en est le témoin. Cette prise de distance permet de reprendre le contrôle, de choisir consciemment l'action plutôt que la fuite. Passer à l'action malgré l'inconfort devient alors un entraînement mental. Chaque fois que l'on agit alors que l'on n'en a pas envie, on renforce un muscle invisible, celui de la discipline intérieure. Cette discipline n'est pas une contrainte oppressive, mais une libération. Elle libère l'individu de l'esclavage de ses impulsions, de ses peurs et de ses habitudes limitantes. À mesure que cette discipline s'installe, la procrastination perd de son pouvoir. L'action devient plus naturelle, plus fluide, moins chargée émotionnellement. La réussite durable ne consiste pas à ne jamais ressentir de résistance intérieure, mais à ne plus lui obéir automatiquement. Elle consiste à reconnaître la voix du doute, de la peur ou de l'excuse, puis à agir malgré elle. C'est dans cet espace précis, entre l'impulsion de fuir et la décision d'avancer, que se forge le caractère. Il voyait dans cette capacité la marque distinctive des individus qui réussissent sur le long terme. Ils ne sont pas exempts de peur ou de procrastination, mais ils ont appris à ne plus les laisser diriger leur vie. Ainsi, la procrastination et l'autosabotage ne sont pas des fatalités, mais des défis intérieurs révélateurs. Ils indiquent les zones de croissance les plus importantes. Là où la résistance est la plus forte, se trouve souvent le potentiel le plus élevé. Comprendre cela transforme la relation que l'on entretient avec ces blocages. Au lieu de les subir ou de les condamner, on peut les utiliser comme des signaux, des invitations à grandir. Passer à l'action, malgré l'inconfort, devient alors non seulement une stratégie de réussite, mais un acte de respect envers soi-même et envers la vision de vie que l'on choisit d'incarner. Chapitre 10. La discipline mentale. La discipline mentale marque un tournant décisif dans la compréhension profonde de la réussite selon la philosophie de Napoleon Hill, car il ne s'agit plus seulement de vouloir, d'imaginer ou de décider, mais de gouverner consciemment son monde intérieur, jour après jour. La discipline mentale est cette force silencieuse qui permet à l'individu de rester maître de ses pensées, de ses émotions et de ses réactions, même lorsque les circonstances extérieures deviennent chaotiques, injustes ou décourageantes. Sans discipline mentale, toutes les connaissances acquises restent théoriques, toutes les ambitions se dispersent, et même les plus grands talents finissent par s'éroder sous la pression du doute, de la peur et de l'instabilité émotionnelle. La majorité des êtres humains vivent dans un état de réactivité permanente. Leurs pensées sont déclenchées par ce qu'ils voient, entendent ou subissent. Une remarque négative suffit à ruiner leur concentration, une difficulté imprévue suffit à déclencher l'anxiété, un échec temporaire suffit à installer le découragement. La discipline mentale commence précisément là où s'arrête cette soumission inconsciente. Elle repose sur la capacité à observer ses pensées sans leur obéir automatiquement, à choisir consciemment celles que l'on nourrit et celles que l'on rejette. L'esprit humain est comparable à un jardin.
Si l'on n'y plante rien volontairement, les mauvaises herbes y poussent naturellement. Les pensées négatives, les scénarios catastrophes et les jugements destructeurs apparaissent spontanément si l'on n'exerce aucun contrôle conscient. Contrôler ces pensées négatives ne signifie pas les nier ou prétendre qu'elles n'existent pas. Il s'agit plutôt de reconnaître leur présence, d'en comprendre l'origine et de refuser qu'elles dictent les décisions et les actions. Une pensée négative répétée devient une croyance, et une croyance répétée devient une identité. La discipline mentale consiste à interrompre ce processus avant qu'il ne s'enracine. Lorsqu'un individu apprend à remplacer une pensée de peur par une pensée de possibilité, une pensée de plainte par une pensée de responsabilité, il transforme progressivement son état intérieur. Cette transformation n'est pas instantanée, mais cumulative. Chaque victoire mentale, même minuscule, renforce la capacité de l'esprit à rester aligné sur ses objectifs. La gestion des émotions est un autre pilier fondamental de la discipline mentale. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles prennent le contrôle du comportement. La colère non maîtrisée détruit des opportunités. La jalousie affaiblit l'estime de soi. La frustration prolongée mène à l'abandon. La discipline mentale n'exige pas l'absence d'émotions, mais leur canalisation consciente. Un esprit discipliné utilise l'émotion comme une énergie, non comme un maître. La peur peut devenir vigilance, la colère peut devenir détermination, la tristesse peut devenir profondeur et lucidité. Ce changement de posture intérieure sépare l'individu mûr de l'individu impulsif. La concentration est l'un des fruits les plus visibles de la discipline mentale. Dans un monde saturé de distractions, la capacité à maintenir son attention sur une seule tâche est devenue une forme de pouvoir rare. L'esprit indiscipliné saute d'une pensée à l'autre, d'un objectif à l'autre, sans jamais approfondir. L'esprit discipliné, lui, sait se fermer au bruit extérieur pour se consacrer pleinement à ce qui compte. Cette clarté mentale permet non seulement une meilleure efficacité, mais aussi une meilleure qualité de décision. Les erreurs majeures ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de concentration au moment critique. Construire une routine mentale de gagnant ne signifie pas adopter des rituels compliqués ou mystiques, mais instaurer des habitudes intérieures simples et cohérentes. Cela commence par la vigilance quotidienne sur la qualité de ses pensées dès le réveil. L'esprit est particulièrement influençable dans les premières heures de la journée. Ce que l'on pense à ce moment-là conditionne l'état émotionnel des heures suivantes. Un individu discipliné nourrit volontairement son esprit de pensées constructives, de rappels d'objectifs, de convictions positives. Il ne laisse pas les nouvelles, les plaintes ou les opinions extérieures définir son humeur. La discipline mentale se manifeste aussi dans la capacité à différer la gratification immédiate au profit d'un bénéfice futur. Beaucoup échouent non par manque de potentiel, mais par incapacité à supporter l'inconfort temporaire. Ils préfèrent la distraction au travail, le confort à l'effort, l'excuse à la responsabilité. Un esprit discipliné accepte l'inconfort comme une étape normale de la croissance. Il comprend que chaque effort non visible construit une force intérieure invisible. Cette capacité à rester engagé même lorsque l'enthousiasme disparaît distingue les gagnants durables des enthousiastes éphémères. La discipline mentale implique également une hygiène intellectuelle rigoureuse. Ce que l'on consomme mentalement influence directement ce que l'on produit dans sa vie. Les conversations négatives, les contenus anxiogènes, les discours fatalistes affaiblissent l'esprit à long terme. Un individu conscient choisit soigneusement ses influences. Il sait que chaque idée absorbée devient une graine potentielle dans son esprit. Cette sélection n'est pas un rejet du monde, mais une protection de sa direction intérieure. Avec le temps, la discipline mentale devient une seconde nature. Ce qui demandait autrefois un effort conscient devient un réflexe intérieur. L'individu n'a plus besoin de lutter contre chaque pensée négative, car son esprit a appris à privilégier naturellement les schémas constructifs. Cette maîtrise intérieure crée une forme de stabilité émotionnelle que peu de choses peuvent ébranler. Les échecs deviennent des informations, les critiques deviennent des retours, les obstacles deviennent des défis. Rien n'est plus subi passivement. Chapitre 10. La discipline mentale nous rappelle que la véritable liberté ne se conquiert pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
Celui qui maîtrise son esprit ne peut être dominé ni par les circonstances, ni par les autres, ni même par ses propres peurs. Il devient capable de diriger sa vie avec intention, cohérence et puissance silencieuse. Là où l'esprit est discipliné, la réussite cesse d'être un hasard et devient une conséquence naturelle. Chapitre 11. L'influence et le leadership. L'influence et le leadership ne commencent jamais à l'extérieur de l'individu. Ils prennent racine dans une réalité plus profonde, souvent invisible, qui est la maîtrise de soi, la compréhension de la nature humaine et la capacité à inspirer sans contraindre. Napoleon Hill insiste sur un principe fondamental. Personne ne peut réellement diriger les autres sans s'être d'abord dirigé lui-même. Le leadership authentique n'est pas un titre, une position ou une autorité imposée, mais une force intérieure qui se manifeste naturellement à travers les actes, la vision et la cohérence entre les paroles et les comportements. L'individu influent n'élève pas la voix pour être entendu. Sa présence, sa clarté et sa détermination parlent pour lui. Comprendre la psychologie des autres est l'une des clés majeures du leadership durable. Chaque être humain agit à partir de motivations profondes. Le désir de reconnaissance, la peur du rejet, la recherche de sécurité, l'aspiration à la liberté ou à l'accomplissement. Celui qui ignore ses forces agit à l'aveugle, tandis que celui qui les comprend sait comment communiquer, encourager et fédérer. Influencer ne signifie pas manipuler, mais savoir parler au cœur et à l'esprit des individus. Un leader efficace observe, écoute et analyse avant d'agir. Il comprend que les résistances ne sont pas des attaques personnelles, mais souvent l'expression de peur ou de croyances limitantes chez l'autre. Napoleon Hill distingue clairement l'influence naturelle de la manipulation. La manipulation repose sur la tromperie, l'intérêt personnel et la domination à court terme. Elle peut produire des résultats temporaires, mais elle détruit la confiance et sans confiance, aucune influence durable n'est possible. L'influence naturelle, au contraire, s'appuie sur l'intégrité, la compétence et la sincérité. Les gens suivent celui en qui ils ont confiance, celui qui incarne ce qu'il enseigne. Le véritable leader ne force pas l'adhésion, il la suscite. Il n'utilise pas la peur pour contrôler, mais la vision pour inspirer. Le pouvoir de l'exemple est l'arme la plus puissante du leadership. Les paroles peuvent convaincre, mais ce sont les actions qui transforment. Un individu peut prononcer les discours les plus motivants. S'ils ne sont pas soutenus par une conduite exemplaire, ils perdent toute crédibilité. Hill souligne que l'être humain apprend davantage par l'observation que par l'instruction. Un leader qui fait preuve de discipline, de persévérance et de respect transmet ses valeurs sans avoir besoin de les imposer. À l'inverse, celui qui prêche sans pratiquer sème le doute et le cynisme. Le leadership intérieur précède toujours le leadership extérieur. Avant de vouloir guider les autres, il faut apprendre à gouverner ses pensées, ses émotions et ses réactions. L'individu incapable de maîtriser sa colère, sa peur ou son ego devient instable, imprévisible et dangereux lorsqu'il détient une influence. La maîtrise de soi est donc le socle invisible de toute autorité saine. Elle permet de rester lucide sous la pression, juste dans la prise de décision et ferme sans être brutal. Un leader intérieur solide inspire naturellement le respect, même en silence. L'influence véritable repose aussi sur la capacité à créer une vision claire et à la communiquer avec conviction. Les gens ne suivent pas seulement une personne, ils suivent une direction. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a que de la confusion. Hill explique que l'esprit humain a besoin d'un objectif pour se mobiliser pleinement. Le leader est celui qui voit plus loin, plus grand et plus clairement, puis qui aide les autres à voir à leur tour. Cette vision agit comme un aimant mental, attirant l'énergie, l'enthousiasme et l'engagement. Un autre aspect fondamental du leadership est la responsabilité. Le véritable leader ne cherche pas d'excuses et ne rejette pas la faute sur les autres. Il assume les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cette attitude crée un climat de sécurité et de confiance, car chacun sait que les erreurs ne seront pas utilisées comme des armes, mais comme des opportunités d'apprentissage. En assumant pleinement ses responsabilités, le leader donne implicitement la permission aux autres de faire de même, ce qui élève le niveau collectif de maturité et d'efficacité. L'influence se renforce également par la capacité à valoriser les autres. Les êtres humains donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentent reconnus et utiles. Il insiste sur l'importance de l'encouragement sincère.
Un mot juste, une reconnaissance honnête peuvent parfois produire plus d'impact que des récompenses matérielles. Le leader comprend que son rôle n'est pas de briller seul, mais d'aider les autres à révéler leur potentiel. En élevant les autres, il s'élève lui-même. La communication est un pilier central de l'influence. Savoir exprimer ses idées clairement, avec simplicité et conviction, est une compétence indispensable. Mais plus encore, savoir écouter est une forme supérieure de leadership. Celui qui écoute sincèrement gagne la confiance et accède à des informations précieuses. Il rappelle que beaucoup échouent dans leur influence non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils parlent trop et écoutent trop peu. L'écoute attentive est une preuve de respect, et le respect est la monnaie du leadership. Le leadership implique également le courage moral. Influencer positivement les autres nécessite parfois de dire des vérités inconfortables, de prendre des décisions impopulaires et de rester fidèle à ses principes, malgré la pression. Il montre que les leaders faibles cherchent l'approbation immédiate, tandis que les leaders forts cherchent l'impact durable. Ils savent que la popularité passagère n'a aucune valeur si elle se fait au détriment de l'intégrité et de la vision. Enfin, le leadership véritable est un service. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle diriger consiste à dominer, il affirme que diriger, c'est servir une cause, une mission et les personnes impliquées. Le leader n'est pas au-dessus, il est au centre, reliant, soutenant et orientant. Cette posture transforme l'influence en force constructive et élévatrice. Lorsque les individus sentent que leur leader agit pour le bien commun et non pour son ego, ils donnent naturellement leur loyauté et leur engagement. Ainsi, l'influence et le leadership ne sont ni des dons réservés à une élite, ni des techniques superficielles à appliquer mécaniquement. Ils sont le résultat d'un travail intérieur profond, d'une compréhension fine de la nature humaine et d'un engagement constant envers des valeurs élevées. En développant son leadership intérieur, chacun peut devenir une source d'inspiration, d'ordre et de progrès, non seulement pour les autres, mais d'abord pour sa propre vie. Chapitre 12. L'environnement mental. L'environnement mental est l'un des facteurs les plus sous-estimés de la réussite humaine, et pourtant, il agit en permanence, silencieusement, sur la direction de nos pensées, de nos décisions et de nos actions. L'homme croit souvent être libre dans sa manière de penser, convaincu que ses idées naissent uniquement de sa volonté personnelle, alors qu'en réalité, une grande partie de son monde intérieur est façonnée par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il lit, et surtout par les personnes qu'il fréquente. L'environnement mental n'est pas seulement un décor extérieur, c'est une force invisible qui programme l'esprit jour après jour, parfois à notre insu. Comprendre cette influence est une étape essentielle pour quiconque aspire à une réussite durable et consciente. Depuis l'enfance, l'esprit humain est plongé dans un bain d'influence. Les paroles des parents, les croyances familiales, les jugements de l'école, les normes sociales, les discours médiatiques, tout cela s'imprime dans le subconscient avant même que l'individu ne développe un esprit critique. L'enfant absorbe sans filtre, considérant comme vérité ce qui est répété avec autorité ou émotion. C'est ainsi que se forment très tôt des schémas mentaux qui, plus tard, orienteront les choix de vie. Un environnement mental pauvre, négatif ou limité produit presque toujours des adultes qui doutent, qui se restreignent eux-mêmes et qui confondent prudence et peur. L'entourage humain joue un rôle central dans cette construction mentale. Les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps influencent directement notre vision du monde. Leurs paroles deviennent des références, leurs limites deviennent nos limites, leurs ambitions deviennent la mesure de ce que nous croyons possible. Un individu entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent toute initiative et qui ridiculisent le succès, finit par adopter, souvent inconsciemment, la même posture mentale. À l'inverse, fréquenter des esprits orientés vers la croissance, la discipline et la responsabilité personnelle élève naturellement le niveau de pensée. Ce n'est pas une question de supériorité morale, mais de contagion mentale. Napoleon Hill insistait sur le fait que l'esprit humain fonctionne comme un récepteur. Il capte les vibrations dominantes de son environnement et les transforme en pensées habituelles. Lorsqu'un environnement mental est dominé par la peur, le doute et le pessimisme, ses émotions deviennent la norme intérieure. L'individu ne se demande même plus pourquoi il hésite ou procrastine, car cela lui semble naturel. Pourtant,
Ce naturel n'est que le produit d'une exposition prolongée à des influences négatives. La réussite, dans ce contexte, n'est pas impossible, mais elle devient beaucoup plus difficile, car l'esprit doit lutter contre un conditionnement permanent. Les lectures constituent une autre composante majeure de l'environnement mental. Les livres, les articles, les messages consommés quotidiennement nourrissent l'imaginaire et orientent les pensées. Lire des contenus qui valorisent la médiocrité, la victimisation ou le cynisme affaiblit progressivement l'élan intérieur. À l'inverse, s'exposer régulièrement à des idées élevées, à des philosophies de responsabilité personnelle et à des récits de dépassement crée un terrain fertile pour la réussite. Ce que l'esprit lit devient ce qu'il médite, et ce qu'il médite devient ce qu'il manifeste dans la réalité. Les informations, en particulier celles diffusées en continu, méritent une attention spéciale. L'excès d'informations négatives, anxiogènes ou sensationnalistes crée un climat intérieur de tension et d'impuissance. L'individu se sent dépassé, inquiet pour l'avenir et convaincu que le monde est hostile à toute initiative individuelle. Cette surcharge mentale épuise la capacité de concentration et affaiblit la volonté. Protéger son esprit ne signifie pas ignorer la réalité, mais choisir consciemment ce que l'on laisse entrer dans son monde intérieur. La maîtrise de l'environnement mental commence par cette sélection volontaire. Créer un environnement favorable à la réussite demande du courage, car cela implique souvent de s'éloigner de certaines habitudes, de certaines fréquentations et même de certaines croyances profondément ancrées. Beaucoup de personnes restent prisonnières d'environnements mentaux toxiques, par peur du rejet ou par fidélité à des schémas familiers. Pourtant, la croissance personnelle exige parfois une rupture intérieure, un choix clair entre ce qui élève et ce qui enferme. Ce choix n'est pas toujours compris par l'entourage, mais il est indispensable pour qui souhaite évoluer. L'environnement mental inclut également le dialogue intérieur. Les pensées que l'on entretient quotidiennement sont souvent le reflet de l'environnement extérieur, mais elles deviennent à leur tour un environnement interne autonome. Si ce dialogue est dominé par l'autocritique, la culpabilité ou la peur de l'échec, il agit comme un saboteur constant. Transformer son environnement mental, c'est donc aussi apprendre à surveiller et à corriger ses pensées, à remplacer les jugements destructeurs par des affirmations constructives. L'esprit doit devenir un lieu de soutien, non un tribunal permanent. La protection de l'esprit est une discipline quotidienne. Elle ne se limite pas à éviter certaines influences, mais consiste aussi à nourrir activement l'esprit avec des idées puissantes. La répétition joue ici un rôle clé. Ce que l'on entend une fois a peu d'effet, mais ce que l'on répète chaque jour finit par s'imposer comme une vérité intérieure. Les affirmations positives, la visualisation consciente et la méditation orientée vers des objectifs clairs sont autant de moyens de renforcer un environnement mental propice à la réussite. Il est important de comprendre que l'environnement mental ne détermine pas seulement le niveau de réussite matérielle, mais aussi la qualité de la vie intérieure. Un esprit constamment exposé à la négativité vit dans la tension, même en cas de succès extérieur. À l'inverse, un environnement mental sain favorise la paix intérieure, la clarté et la confiance, indépendamment des circonstances. La réussite véritable, selon la philosophie de Hill, repose sur cet équilibre entre accomplissement extérieur et stabilité intérieure. Créer un environnement mental favorable, c'est devenir l'architecte conscient de son esprit. Cela signifie choisir ses influences avec intention, cultiver des relations qui stimulent la croissance, sélectionner des lectures qui élargissent la vision et filtrer les informations qui nourrissent inutilement la peur. Ce travail demande de la vigilance, car l'environnement extérieur cherche constamment à s'imposer. Mais plus l'individu devient conscient de cette influence, plus il reprend le contrôle de sa vie mentale. En fin de compte, l'environnement mental agit comme un sol invisible. S'il est pauvre, même les meilleures graines auront du mal à pousser. S'il est riche, fertile et bien entretenu, la réussite devient une conséquence naturelle. L'homme qui comprend cette loi cesse de blâmer les circonstances extérieures et commence à transformer son monde intérieur. Il sait que chaque pensée entretenue, chaque parole entendue et chaque relation choisie participe à la construction de son destin. Ainsi, la maîtrise de l'environnement mental devient l'un des piliers les plus puissants de la psychologie de la réussite, car elle permet à l'individu de créer, jour après jour, les conditions invisibles de son propre accomplissement. Chapitre 13. La vision à long terme. La vision à long terme
est ce qui distingue profondément ceux qui construisent une réussite durable de ceux qui ne font que traverser des périodes de succès éphémères. Dans toute l'œuvre et la philosophie de Napoleon Hill, cette idée revient sans cesse. L'homme qui ne voit pas au-delà de l'instant présent devient prisonnier de l'immédiat, de ses impulsions, de ses émotions passagères et de ses besoins urgents. À l'inverse, celui qui développe une vision à long terme apprend à vivre aujourd'hui en fonction de demain, à agir maintenant pour des résultats qui parfois ne seront visibles que dans plusieurs années. Cette capacité à se projeter, à imaginer une direction de vie claire et à rester fidèle à cette direction malgré les obstacles est l'un des fondements les plus solides de la réussite durable. Penser au-delà de l'instant est un exercice mental exigeant, car l'esprit humain est naturellement attiré par le confort immédiat, par la récompense rapide et par l'évitement de la douleur. La société moderne accentue encore cette tendance en valorisant la vitesse, la consommation instantanée, la gratification immédiate et les résultats visibles à court terme. Pourtant, la majorité des grandes réussites humaines ne sont pas nées dans la précipitation, mais dans la patience, la persévérance et une vision étendue dans le temps. Les bâtisseurs, les inventeurs, les leaders et les entrepreneurs qui marquent l'histoire sont ceux qui acceptent de semer longtemps avant de récolter, parfois sans aucune garantie immédiate de succès. La vision à long terme commence par une clarification profonde de ce que l'on veut réellement accomplir dans sa vie. Il ne s'agit pas simplement d'objectifs financiers ou matériels, mais d'une direction globale, d'un sens donné à ses efforts, à ses sacrifices et à ses choix quotidiens. Sans cette direction, l'individu devient réactif plutôt que proactif. Il subit les événements au lieu de les orienter, et il consomme sa vie au lieu de la construire. Avoir une vision à long terme, c'est décider consciemment du type de personne que l'on veut devenir, du genre de vie que l'on souhaite bâtir et de l'impact que l'on veut laisser derrière soi. Les objectifs clairs jouent ici un rôle central. Un objectif flou produit des actions floues, des efforts incohérents et une motivation instable. À l'inverse, un objectif précis agit comme un aimant mental. Il attire les idées, les opportunités et les décisions alignées avec lui. Napoleon Hill insistait sur l'importance de définir ses objectifs par écrit, avec des détails clairs, des délais et une raison émotionnelle forte. Cette clarté transforme la vision à long terme en boussole intérieure, capable de guider l'individu même dans les moments de doute, de fatigue ou de confusion. Cependant, la vision à long terme ne consiste pas seulement à rêver ou à imaginer un futur idéal. Elle exige une discipline quotidienne et une capacité à différer la gratification. Construire plutôt que consommer est l'un des principes fondamentaux de la réussite durable. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent, mais peu savent le transformer en valeur durable. Elles consomment immédiatement ce qu'elles obtiennent, sans penser à l'avenir, sans investir dans leur développement, leur savoir, leurs compétences ou leurs projets. La vision à long terme pousse au contraire à investir du temps, de l'énergie et des ressources dans ce qui produira des résultats futurs, même si cela implique des sacrifices temporaires. Construire signifie accepter de travailler dans l'ombre, sans reconnaissance immédiate, sans applaudissements et parfois sans résultats visibles. Cela signifie développer des compétences avant qu'elles ne soient rentables, apprendre avant d'être récompensé et poser des fondations solides avant de chercher à embellir la façade. Cette approche demande une maturité mentale élevée, car elle va à l'encontre des réflexes émotionnels les plus courants. Elle exige de résister aux comparaisons, aux distractions et aux tentations de facilité. La patience stratégique est l'un des piliers les plus mal compris de la réussite. Beaucoup confondent patience et passivité, alors qu'en réalité, la patience stratégique est une forme d'action intelligente. Elle consiste à avancer de manière constante, méthodique et alignée avec sa vision, tout en acceptant que certains résultats prennent du temps à se manifester. Elle implique également de savoir attendre le bon moment, de ne pas forcer les choses prématurément et de respecter les cycles naturels de croissance. Dans la philosophie de Hill, la patience est étroitement liée à la persévérance. Celui qui possède une vision à long terme comprend que les échecs temporaires ne sont pas des fins en soi, mais des étapes d'apprentissage. Il ne se décourage pas face aux obstacles, car il sait que chaque difficulté fait partie du processus de construction. Cette perspective transforme radicalement la manière dont l'individu perçoit les revers. Au lieu de les vivre comme des humiliations ou des preuves d'incompétence,
Il les voit comme des ajustements nécessaires sur le chemin de son objectif. La vision à long terme protège également contre l'instabilité émotionnelle. Celui qui vit uniquement dans l'instant est constamment affecté par les hauts et les bas, par les opinions des autres et par les fluctuations extérieures. En revanche, celui qui est ancré dans une vision profonde développe une forme de stabilité intérieure. Il sait pourquoi il agit, même lorsque les résultats tardent à venir. Cette stabilité lui permet de rester concentré, discipliné et cohérent dans ses choix, là où d'autres abandonnent ou changent de direction au moindre obstacle. Penser à long terme implique aussi une relation différente au temps. Le temps n'est plus perçu comme un ennemi ou une contrainte, mais comme un allié. Chaque jour devient une opportunité de progresser, même légèrement, vers sa vision. Cette accumulation de petits efforts constants produit, sur la durée, des résultats extraordinaires. C'est ce que Hill appelait souvent la puissance de l'effort organisé et soutenu dans le temps. La réussite durable ne repose donc pas sur des coups de chance, des opportunités isolées ou des moments de gloire passagers. Elle repose sur une vision claire, maintenue avec constance, nourrie par des objectifs précis et soutenue par une discipline quotidienne. Elle repose sur la capacité à dire non à certaines distractions pour dire oui à un avenir choisi consciemment. Elle repose enfin sur la compréhension que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en résultats visibles, mais en solidité intérieure, en cohérence de vie et en impact durable. Dans un monde où tout pousse à l'immédiateté, développer une vision à long terme devient un acte de courage et de lucidité. C'est refuser d'être manipulé par l'urgence artificielle, par les modes passagères et par la pression sociale. C'est choisir de devenir l'architecte de sa vie plutôt qu'un simple consommateur d'expérience. C'est accepter de construire lentement mais solidement une réussite qui résiste au temps, aux crises et aux changements. Ainsi, la vision à long terme n'est pas seulement une stratégie de réussite, c'est une philosophie de vie. Elle transforme la manière de penser, d'agir et de décider. Elle donne une profondeur nouvelle aux efforts quotidiens et une signification durable aux sacrifices consentis. Celui qui adopte cette vision cesse de courir après le succès et commence à le bâtir, pierre après pierre, avec patience, clarté et détermination. Chapitre 14. L'action inspirée. L'action inspirée représente l'aboutissement naturel de tout le travail intérieur accompli au fil du chemin de la réussite. Après avoir compris la puissance de la pensée, du désir, de la foi, de l'imagination, de la décision, de la persévérance, de la discipline mentale et de la vision à long terme, une vérité devient évidente. Rien ne se matérialise sans action. Pourtant, toutes les actions ne se valent pas. Certaines épuisent, dispersent, frustrent, tandis que d'autres semblent couler de source, produire des résultats durables et renforcer la confiance intérieure. C'est cette différence fondamentale qui sépare l'action forcée de l'action inspirée. L'action forcée naît de la peur, de la pression sociale, de l'urgence ou de la comparaison. Elle est souvent guidée par l'angoisse de manquer, par la crainte d'être en retard ou par l'obsession de prouver quelque chose aux autres. L'action inspirée, au contraire, prend naissance dans l'alignement entre la pensée, l'émotion et l'objectif profond. Elle n'est pas passive, elle est intense, déterminée, mais elle ne lutte pas contre soi-même. Elle est le prolongement naturel d'une vision claire et d'un esprit préparé. Beaucoup de personnes agissent énormément sans avancer réellement. Elles multiplient les efforts, les projets, les tentatives, mais ressentent une fatigue mentale constante, une impression de tourner en rond. Cela arrive lorsque l'action n'est pas alignée avec une direction intérieure claire. L'esprit envoie alors des signaux contradictoires. Une partie veut avancer, une autre résiste, doute, sabote. L'action inspirée, elle, réduit ce conflit intérieur. Elle s'appuie sur une décision intérieure déjà prise, sur une vision déjà acceptée par l'inconscient. Quand l'esprit est aligné, l'action devient plus fluide, plus cohérente et surtout plus persistante. On n'agit plus pour fuir une situation, mais pour construire quelque chose de précis. Écouter l'intuition joue ici un rôle central. L'intuition n'est pas un hasard mystique ou une impulsion irrationnelle. Elle est le résultat d'un esprit entraîné, nourri, discipliné, qui a intégré des informations, des expériences et des émotions à un niveau profond. Lorsqu'un individu travaille sur sa mentalité, clarifie ses objectifs et cultive la foi en lui-même, son intuition devient un guide fiable. Elle indique quand agir, comment agir, et parfois, quand ne pas agir. L'action inspirée ne consiste pas à tout faire en même temps,
mais à faire la bonne chose au bon moment, avec une intensité totale. Beaucoup échouent, non par manque d'effort, mais par dispersion. Ils agissent dans toutes les directions, sans cohérence, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter ce qui, en eux, sait déjà. Synchroniser la pensée et l'action est l'un des secrets les plus puissants de la réussite durable. Lorsque la pensée affirme une chose mais que l'action en raconte une autre, l'inconscient enregistre la contradiction et affaiblit la motivation. Dire vouloir réussir tout en agissant comme quelqu'un qui doute, procrastine ou se protège de l'échec crée une tension intérieure constante. À l'inverse, lorsque chaque action, même petite, confirme la vision intérieure, la confiance augmente. L'esprit comprend que l'individu est sérieux, engagé, et il libère davantage d'énergie mentale, de créativité et de courage. C'est ainsi que se crée un cercle vertueux. La pensée claire nourrit l'action juste, et l'action juste renforce la pensée. Le momentum est un autre élément clé de l'action inspirée. Le momentum n'apparaît pas soudainement par chance. Il se construit. Chaque action alignée crée une petite victoire intérieure. Ces victoires s'accumulent et génèrent une dynamique. Plus on avance, plus il devient naturel d'avancer encore. À l'inverse, l'inaction prolongée ou l'action incohérente crée un poids mental qui rend chaque pas plus difficile. L'action inspirée permet de franchir ce seuil critique, où l'effort initial laisse place à une forme de fluidité. Ce n'est pas que les obstacles disparaissent, mais l'esprit devient plus résilient, plus confiant face aux défis. La constance transforme l'action inspirée en résultat concret. Beaucoup confondent inspiration et impulsivité. Ils attendent un enthousiasme intense pour agir, puis s'arrêtent dès que l'émotion retombe. L'action inspirée n'est pas dépendante de l'humeur du moment. Elle repose sur une discipline intérieure calme, sur un engagement envers une vision à long terme. Même lorsque l'émotion est plus faible, l'individu continue d'agir, car il sait pourquoi il agit. Cette constance est invisible aux yeux des autres, mais elle est décisive. Elle distingue ceux qui réussissent durablement de ceux qui commencent avec passion, mais abandonnent sans résultat. Il est important de comprendre que l'action inspirée n'exclut pas l'effort, ni la difficulté. Elle n'est pas confortable en permanence. Elle exige parfois de sortir de sa zone de sécurité, d'affronter l'incertitude, de prendre des risques calculés. La différence réside dans l'état intérieur. L'action inspirée n'est pas vécue comme une violence contre soi-même, mais comme une étape nécessaire vers une version plus accomplie de soi. Même la peur peut être présente, mais elle ne paralyse plus. Elle devient un signal de croissance plutôt qu'un frein. Dans la psychologie de la réussite, l'action inspirée est le point de jonction entre le monde intérieur et le monde extérieur. Sans elle, les idées restent des rêves, les intentions restent des promesses et le potentiel reste inexploité. Avec elle, chaque pensée constructive trouve une expression concrète. Chaque jour devient une opportunité de confirmer son engagement envers sa vision. L'individu ne cherche plus des résultats immédiats à tout prix, mais construit patiemment une trajectoire cohérente. Il comprend que la réussite n'est pas un événement isolé, mais une accumulation d'actions justes répétées dans le temps. Enfin, l'action inspirée transforme l'identité. À force d'agir en accord avec ses valeurs et ses objectifs, l'individu ne se voit plus comme quelqu'un qui essaie, mais comme quelqu'un qui avance. Cette transformation intérieure est peut-être le gain le plus précieux. Car une fois que l'esprit s'identifie à l'action alignée, revenir en arrière devient difficile. La réussite cesse d'être un objectif lointain et devient un mode de fonctionnement. C'est ainsi que la pensée, l'intuition, la discipline et l'action fusionnent pour créer non pas un succès éphémère, mais une réussite profonde, consciente et durable. Chapitre 15. La réussite comme état intérieur. La réussite, telle que la majorité des êtres humains la conçoit, est presque toujours associée à des signes extérieurs visibles. L'argent, le statut social, la reconnaissance, le pouvoir, les possessions matérielles. Depuis l'enfance, l'individu est conditionné à croire que réussir signifie posséder davantage, être vu, être admiré, être envié. Pourtant, cette définition est incomplète, fragile et souvent trompeuse. Car il existe des hommes riches mais profondément vides, des personnes célèbres rongées par l'angoisse, des gagnants sociaux qui vivent intérieurement dans la peur, la frustration ou le manque de sens. Napoleon Hill
insiste sur une vérité fondamentale que peu osent regarder en face. La véritable réussite est d'abord un état intérieur avant d'être une manifestation extérieure. L'erreur la plus répandue consiste à croire que la paix mentale viendra après l'accumulation de succès matériels. Beaucoup se disent « quand j'aurai atteint ce niveau, je serai enfin heureux » ou « quand j'aurai gagné assez d'argent, je serai en paix ». Mais la réalité démontre souvent l'inverse. Celui qui n'a pas appris à maîtriser son esprit, à comprendre ses désirs profonds et à aligner ses actions avec ses valeurs intérieures, transporte ses conflits internes à chaque nouveau niveau de réussite. L'argent amplifie ce que l'on est déjà. Le pouvoir révèle la structure mentale réelle de l'individu. La reconnaissance ne guérit pas un vide intérieur, elle le rend simplement plus visible. La réussite extérieure, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un équilibre intérieur, devient une prison dorée. L'individu vit sous pression permanente, craignant de perdre ce qu'il a acquis, comparant sans cesse sa position à celle des autres, cherchant une validation qui ne dure jamais. Il devient esclave de son image, de ses résultats, de son rang. Napoleon Hill observe que beaucoup de personnes qui semblent avoir réussi, selon les critères sociaux, vivent dans une agitation mentale constante, incapables de goûter réellement ce qu'elles possèdent. Leur esprit n'est jamais présent, toujours projeté vers un futur hypothétique ou inquiet face à un passé mal digéré. À l'inverse, celui qui développe la réussite comme état intérieur construit une base solide et durable. Il comprend que la paix mentale, la clarté, la cohérence intérieure et le sentiment d'alignement sont des richesses en soi. Cet individu n'attend pas que le monde lui donne la permission d'être satisfait. Il ne conditionne pas sa valeur personnelle à ses résultats. Il agit, progresse, bâtit, mais sans se perdre dans le processus. Son identité ne dépend pas de ses succès ou de ses échecs, mais de la relation qu'il entretient avec lui-même. La paix mentale, selon Hill, est la plus haute forme de réussite. Elle ne signifie pas l'absence de défis, mais la capacité à les affronter sans être intérieurement détruit. C'est la faculté de rester centré malgré l'incertitude, stable malgré les fluctuations, confiant malgré les obstacles. Cette paix naît d'un esprit discipliné, libéré des peurs dominantes, des comparaisons toxiques et des désirs artificiels imposés par la société. Elle naît aussi de la clarté sur ce qui compte réellement, sur ce que l'on est prêt à sacrifier et sur ce que l'on refuse de perdre, même au prix du succès extérieur. Redéfinir la réussite devient alors un acte de lucidité et de courage. Cela implique de se poser des questions que peu osent formuler honnêtement. Suis-je en train de courir après mes propres rêves ou après ceux que l'on m'a inculqués? Mes efforts me rapprochent-ils de la paix ou m'en éloignent-ils? Suis-je en cohérence avec mes valeurs profondes ou en train de jouer un rôle pour être accepté? Cette redéfinition oblige à ralentir, à observer, à remettre en cause des croyances profondément ancrées. La réussite comme état intérieur transforme également la relation au temps. L'individu n'est plus obsédé par l'urgence de prouver quelque chose. Il comprend que chaque étape a sa valeur, que la croissance intérieure est progressive, que la patience n'est pas une faiblesse, mais une intelligence stratégique. Il agit avec constance plutôt qu'avec agitation, avec intention plutôt qu'avec précipitation. Cette posture intérieure crée paradoxalement de meilleurs résultats extérieurs, car l'esprit n'est plus dispersé par la peur ou l'avidité. Napoleon Hill souligne aussi que l'accomplissement intérieur permet de goûter pleinement au succès matériel lorsqu'ils arrivent. L'individu aligné sait apprécier ce qu'il construit. Il ne vit pas dans une course sans fin. Il sait s'arrêter, reconnaître le chemin parcouru, ressentir de la gratitude, ce qui renforce encore sa stabilité mentale. Là où d'autres vivent dans l'insatisfaction chronique, lui expérimente une forme de richesse silencieuse que rien ne peut lui retirer. En fin de compte, la véritable question n'est pas « combien as-tu réussi ?», mais « qui es-tu devenu en chemin ?» La réussite qui détruit l'équilibre intérieur est une illusion coûteuse. Celle qui élève l'esprit, renforce le caractère et apporte la paix est une victoire durable. Redéfinir la réussite, c'est choisir de ne plus être esclave des apparences, mais maître de son monde intérieur. C'est comprendre que le plus grand succès n'est pas d'impressionner le monde, mais de vivre en accord avec soi-même, avec lucidité, dignité et sérénité. Cette exploration de la psychologie de la réussite nous ramène à une vérité fondamentale que peu de personnes acceptent réellement. La réussite n'est pas un hasard, ni un privilège réservé à une élite,
mais le résultat direct d'un état mental construit, entretenu et maîtrisé avec conscience. À travers chaque principe abordé, une même ligne invisible se dessine. Tout commence à l'intérieur. Les circonstances, l'argent, les opportunités et même la chance ne sont que des conséquences secondaires d'un terrain mental déjà préparé. Là où beaucoup cherchent des solutions extérieures, Napoleon Hill nous oblige à regarder vers l'esprit, là où naissent les pensées, les croyances, les décisions et les actions. La réussite n'est donc pas un événement, mais un processus intérieur continu. Le mental apparaît alors comme le véritable champ de bataille. Ce n'est pas le monde qui limite l'individu, mais l'idée qu'il s'en fait. Les peurs, les doutes, la procrastination, l'indécision et les croyances limitantes agissent comme des barrières invisibles, souvent plus puissantes que les obstacles réels. Comprendre cela, c'est reprendre une part essentielle de sa liberté. Dès lors que l'on accepte que chaque pensée répétée façonne une habitude et que chaque habitude construit un destin, la responsabilité ne peut plus être déléguée. La psychologie de la réussite repose sur cette responsabilité individuelle totale. Personne ne pense à votre place. Personne ne décide à votre place. Personne n'agit à votre place. Ce constat peut déranger, mais il est aussi profondément libérateur. Napoleon Hill nous transmet un message intemporel. L'esprit humain est programmable. Ce que l'on nourrit par la pensée, la répétition et l'émotion finit par s'enraciner et se manifester dans la réalité. La foi, le désir brûlant, l'imagination, la décision, la persévérance et la discipline mentale ne sont pas des qualités innées réservées à quelques élus, mais des facultés entraînables. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne réside pas dans l'intelligence ou le talent, mais dans la constance avec laquelle ils orientent leur esprit vers un objectif clair. Là où la majorité subit ses pensées, les individus accomplis les dirigent. Cette philosophie replace également la réussite dans une dimension plus profonde que la simple accumulation matérielle. Si l'argent peut être un résultat, il n'est jamais la finalité ultime. La vraie réussite se mesure à la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Elle se manifeste par une clarté intérieure, une paix mentale et une direction de vie assumée. Beaucoup atteignent des sommets extérieurs tout en restant intérieurement vides, car ils ont négligé la maîtrise de soi. Hill nous rappelle que sans équilibre intérieur, aucun succès durable n'est possible. Transformer sa vie par la pensée consciente n'est pas un acte spectaculaire, mais une discipline quotidienne. Cela commence par observer ses pensées, remettre en question ses croyances héritées, choisir volontairement ce que l'on accepte dans son esprit et agir même lorsque le confort disparaît. Chaque jour devient alors une opportunité de construction intérieure. La réussite cesse d'être un objectif lointain pour devenir un état progressif, nourri par des choix répétés. En définitive, la psychologie de la réussite n'est pas une promesse magique, mais une loi mentale implacable. Ce que l'esprit conçoit avec clarté, nourrit avec foi et soutient par l'action, finit par prendre forme. Le pouvoir est déjà là, présent en chacun, attendant simplement d'être reconnu, discipliné et utilisé consciemment. Changer sa vie ne commence pas demain, ni quand les conditions seront idéales. Cela commence à l'instant précis où l'on décide de penser différemment.